Alors, bonjour et bienvenue à cet épisode spécial avec notre invité spécial Michel Dubé de Côte-des-Saints. J'ai pas dit bonjour les enthousiastes là, parce que là, on va avoir plusieurs personnes sur plusieurs groupes. Là. Fait que, bonjour les passionnés en général de whisky. Là. Aujourd'hui, on est vraiment content là, d'avoir un invité spécial comme ça avec nous autres, là, un passionné autant que nous autres là, en whisky et qui, lui, a osé partir sa distillerie avec ses deux frères. Je vais le laisser parler après ça de comment, avec qui, pourquoi et finalement la distillerie elle a débuté. Euh, on va aussi présenter le fameux lot 1. Là, je dis le lot 1, mais pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir un lot 2 éventuellement là, à la SAC là, de l'édition étiquette bleue, qui est un mix de Bourbon et de fût de Sherry 83-17 en termes de proportion. Et en troisième lieu, on va discuter, là, si vous n'êtes pas au courant, là, on a un projet d'embouteillage là, avec Côte-des-Saints là, pour des produits plus particuliers, plus nichés, là, qui vont être à taux plus élevés avec des fûts plus particuliers. On avait parlé d'un PX, là, j'avais fait une publication sur les enthousiastes. Donc, c'est un peu pour faire le suivi de ce projet-là, parce qu'on a discuté, on est revenu aussi là, à la distillerie pour regoûter, retester les choses, voir si c'était encore ça qui tenait la route. Je ne vais pas vendre trop de punch, là, mais à date, qu'est-ce qu'on a sur la table? C'est un single cast PX et un deuxième bottling qui va être un mix de Lorosso et de Bourbon, un peu comme ce qu'on a là, mais l'O2 qui va être un peu plus âgé, là, si je me souviens bien, là, presque 5 ans de mémoire. Et bref, ça a été le consensus là, qu'on a eu là, à date là, pour qu'est-ce qui est de notre embouteillage, mais on va vous en parler plus en détail là, plus loin. Là, on va avoir des petites anecdotes à compter. Là. Entre autres, Alex qui brave la tempête en plein hiver, motivé comme il est de venir goûter aux produits de Côte-des-Saints. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Michel pour qu'il nous fasse un tour d'horizon là, de Côte-des-Saints. Dans le fond, là, comment ça s'est fait, là, ce processus-là, avec qui, pourquoi partir une distillerie comme ça? En tout cas, moi, je trouve ça hyper passionnant quand je vois des passionnés comme ça qui ont l'audace là, de partir leur distillerie. Fait que sans plus tarder, je te passe la parole, Michel, là, pour nous parler de la distillerie. Écoute, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir jaser et discuter avec des passionnés. Tu me donnes combien de temps pour parler de la distillerie du début à la fin? Discussion entre nous autres. On va prendre le temps que ça prend. Si tu me laisses aller, ça risque de finir tard. Carte blanche. Puis on va échanger s'il y a des questions, s'il y a des choses, les gens peuvent poser leurs questions. Là. Mais si tu peux juste nous parler pour commencer de comment ça a débuté, là, tout ça. Là. Les grandes lignes. S'il y a quelque chose, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un monologue. Je vous dirais que ça a commencé autour de 2015, les trois frères passionnés un peu de whisky, surtout de scotch, de single malt. On a eu le projet, on a commencé ce projet-là avec d'autres associés. Donc, on était 5 au total au départ, avec comme objectif vraiment de développer un bon single malt. Ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est est-ce que c'est possible au Québec de faire un single malt de qualité internationale, sachant que nos compétiteurs, ou ceux qu'on aime, ceux qu'on apprécie, c'est-à-dire les Écossais, les Irlandais, les Asiatiques, ont souvent 50, 100, 150, 200 ans d'avance sur nous. On a fait quand même pas mal d'études de recherche là-dessus, puis on n'est pas sans savoir qu'il y a plusieurs jeunes distilleries asiatiques, écossaises, mais asiatiques aussi beaucoup, qui ont débuté au début des années 2000, qui ont présenté des whiskies de 5, 6, 7, 8 ans, qui ont battu des beaucoup plus grands whiskies à l'aveugle dans les concours internationaux. Donc,
on s'est dit, c'est possible, même si tu n'as pas 200 ans de recul, d'être capable de faire un produit de bonne qualité. Exact. Donc ça, c'est que c'est possible de le faire. Maintenant, ça prend à quoi? C'est qu'au début, on avait cerné 5 gros facteurs qu'il fallait respecter si on voulait se rendre là. Je peux te dire, avec le chemin, qu'il y en a pas mal plus que 5, mais il y en avait au moins 5 au début. C'est-à-dire que parmi les 2 premiers, la matière première de scotch, de single malt, c'est de l'orge et de l'eau. Alors, l'objectif consistait à trouver un terroir qui était capable de faire pousser de l'orge de bonne qualité avec des belles semences d'orge que nous-mêmes, on ensemence, des semences à alcool et non pas des semences à céréales. Donc, d'avoir un terroir, une terre. Donc, à Mirabel, on a choisi des terres qui nous permettent de faire pousser notre orge. Puis, en même temps, le deuxième élément, c'est l'eau. On a de l'eau souterraine à Mirabel. On a été très chanceux parce qu'il y a beaucoup d'endroits où l'eau est sulfurée, ferreuse. Et là où on est sur la côte des Saints, l'eau est de qualité exceptionnelle. On a foré des puits jusqu'à 250 et jusqu'à même 600 pieds de creux. Alors, l'eau qui sort de là, c'est une eau qui est extrêmement stable, en Léon, de belle qualité. Les qualités physico-chimiques sont toujours pareilles. C'est tellement profond que la filtration naturelle fait que c'est une eau de source de très grande qualité qui peut ressembler à Naya ou n'importe quelle autre source dans le monde. Fait que d'avoir déjà un terroir qui te donne une orge de bonne qualité et une eau de bonne qualité de façon constante, c'est déjà un plus. Et c'était nos 2 premiers critères à remplir. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une terre à Mirabel. Ça, c'était les 2 premiers critères. Maintenant, une fois qu'on a cette matière première-là, on est capable de le boire. On apprécie quand même tous les types de scotch ou de single malt. Mais de brasser ça du jour au lendemain, c'est pas évident. On a étudié beaucoup l'expertise ici au Québec et on s'est rendu compte, nous, à notre avis, à nous, et c'est très personnel, il n'y a pas de jugement là-dessus, qu'on n'avait pas le niveau d'expertise internationale pour lutter avec l'Écosse, avec l'Irlande, avec le Japon, tout ça, pour toutes sortes de raisons. Et on a donc demandé à un chasseur de tête de nous trouver à cette époque-là, au début 2016, le meilleur distillateur de whisky single malt disponible au monde, qui viennent de n'importe où, c'est pas grave, on va essayer de jaser avec, de s'arranger avec, et essayer de le faire venir ici au Québec. Donc, l'objectif, excuse-moi Michel, vas-y. L'objectif, c'est déjà jour 1 d'avoir une compétitivité internationale, d'aller autre part des barrières québécoises, puis de dire on veut déjà faire notre marque avec un produit qui va se démarquer à l'international. Ben, non seulement se démarquer à l'international, mais pour nous-mêmes. Nous, on apprécie le whisky, on aime le single malt. On ne voulait pas embarquer dans quelque chose où tu fais un single malt ordinaire que tu vas boire le lundi ou le mardi, puis tu vas garder tes grands scotch, tes grands irlandais ou tes grands asiatiques le samedi et le dimanche. On voulait avoir quelque chose qui est agréable à boire n'importe quand, puis on ne se serait jamais embarqué dans une production de single malt si on n'était pas convaincu, on était capable de rivaliser. Je ne dis pas de dépasser, je ne dis pas d'imiter non plus. On ne veut pas imiter personne. On veut faire un single malt du terroir qui est de bonne qualité internationale. Puis quand je dis ça, je ne veux pas nécessairement les battre, mais je veux qu'on l'apprécie en tout temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si possible. Et pour ça, c'est pas évident de faire du whisky. C'est quand même assez difficile. Ça prend une bonne expertise. Donc, on a demandé à un chasseur de tête d'aller nous chercher des noms. Il nous a donné une centaine de noms de gens de partout à l'international qui étaient intéressés. On avait des Écossais, des Irlandais, des Asiatiques, des gens d'Australie, Nouvelle-Zélande, d'un peu partout dans le monde, beaucoup du Canada anglais, des Américains. Et on a choisi un Américain d'une quarantaine d'années, Matt Strickland, qui est très reconnu dans le monde du single malt, qui donne des cours dans plusieurs universités américaines. Matt, qui est aussi fait des webinaires régulièrement. Je pense qu'il est rendu à son 9e livre en whisky. C'est un individu qui est très, très, très réputé dans le monde du whisky. Ça fait qu'on lui a parlé. On était très, très, très enchantés. La discussion qu'on avait avec lui, il correspondait exactement aux critères de ce qu'on recherchait d'un maître distillateur. Donc, on l'a convaincu d'immigrer ici avec sa famille. Donc, l'objectif, c'était de le faire venir avec sa femme et ses 2 petites filles. On l'a donc fait immigrer ici au Québec. Il s'est installé à Moore Heights. Il a passé 5 ans chez nous. C'était un peu le mandat qu'on s'était fixé au départ parce qu'un master distiller comme ça, c'est souvent un artiste. Hein? Lui, il va créer un produit, il va développer un produit. On a travaillé beaucoup, beaucoup sur le goût Côte des Saints. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle texture on veut? Quel goût on veut? Quelle levure? On a travaillé beaucoup sur le gras, la richesse, l'aspect sirupeux du produit aussi. C'est toutes des choses que tu vas aller chercher dans ton marche, beaucoup dans ta fermentation, beaucoup dans ta distillation. C'est qu'on a passé beaucoup, beaucoup d'années à décrire ce qu'on voulait. On a travaillé avec Matt pour aller chercher
le distillat, le new make qu'on voulait. Et ça, c'était le premier objectif avec lui. Le deuxième, c'était de former des gens chez nous. Donc, des distillateurs québécois, on a présentement 6 personnes qui travaillent chez nous, qui sont habilitées à répéter les recettes, à faire tout le processus qu'on a déterminé avec Matt. Donc, maintenant que Matt est reparti chez lui, ce qui était prévu initialement, on a maintenant des gens chez nous qui sont capables de perpétuer, de continuer ce qu'on a fait avec Matt et ce qu'on a développé avec lui. Puis honnêtement, là, tu nous parles là, de toute chose de qualité, là, d'attention, c'est vraiment, ça paraît là, dans la qualité du produit. En tout cas, nous autres, quand on a été à la distillerie pour la première fois, on s'est tous regardés là, en gars, là, puis on s'est dit, crème, ça paraît qu'il y a un travail de qualité, j'allais dire pour une fois, mais pas tout à fait. Là. Je ne veux pas dénigrer les autres distilleries non plus, mais pour une fois, quand on arrivait là, dans nos verres, comme ça, à la fin de la visite de la distillerie, on se disait, crème, il y a vraiment un sérieux qui est fait pour aller chercher justement ces méthodes-là, finalement, de style de whisky écossais que je n'ai pas connu ailleurs là, dans les distilleries au Québec, puis même au Canada. Là, souvent, les whiskies canadiens, c'est très reconnaissable, c'est très bon, ça va avoir une tendance un petit peu plus rail, un petit peu plus whisky là, style canadien. Là, on connaît nos whiskies canadiens, mais d'avoir un single malt comme ça, effectivement, qui est capable, comme tu dis, là, d'aller chercher une espèce de parallèle avec ce qui se fait à l'étranger, à l'international, puis qu'on est capable de glisser ça dans une dégustation avec d'autres produits écossais. Ça m'est jamais arrivé de dire que vraiment, là, je peux prendre un whisky comme ça, là, le fameux PX là, qu'on a eu, là, on ne le voit pas, que je mets ça dans un line-up avec une coupe de chum, là, puis trouver l'erreur, là, c'est un peu ça. Et il tient la route encore. C'est pas un whisky qui va se démarquer, je veux dire, qui va détonner par rapport aux autres, dans le sens où on va le spotter tout de suite comme un Saint-Laurent, comme un Circa, puis c'est pas que c'est pas des bonnes distilleries, c'est pas que c'est pas des bons produits. Les Circa, les Saint-Laurent, les Air, on pourrait les nommer longtemps. C'est juste que ce n'est pas à ce point-là sur le style écossais, là, comme nous autres, on aime là, finalement, là, les gars autour de moi. Moi, je suis un peu de single malt à la base. Puis, je pense qu'on a tous trippé à voir ça, à voir à quel point on avait ce niveau-là d'expertise là, qu'on avait développé à l'interne. Là. Mission principale qui est le whisky. Ça aussi, je ne pense pas qu'on a vu ça souvent. Une distillerie comme ça au Québec qui se dédie là, autant là, à ce qui est de parfaire finalement son whisky. Bon, on pourrait parler là, de Circa aussi, là, qui a une très belle ADN. Mais encore là, je crois que ce qui démarque beaucoup aussi Côte-des-Saints, c'est toute la politique autour là, de la qualité des fûts qu'on va aller chercher. Hein. On a des Oloroso, des PX, on a plein de choses qui sont super appréciées là, de la communauté des geeks de scotch que nous sommes. Et il y a effectivement là, une relation là, aussi à comprendre là, pour qu'est-ce qui est là, du climat là, ici qu'on a au Québec là, versus l'âge. Il ne faut pas penser non plus que parce qu'on a des produits plus jeunes qui sont des 4 ans ou des 5 ans qui ne seront pas capables de rivaliser avec des 10-12 ans d'Écosse parce que notre climat fait en sorte que, bon, pour ceux qui connaissent les whiskies plus asiatiques, les Cavalanes puis tout ça, ils savent très bien qu'on est capable d'aller chercher beaucoup d'influences de fût en raison du climat plus tropical, plus chaud. Et c'est un peu ce qu'on est capable de bénéficier ici au Québec aussi, là. Vu qu'on a quand même des étés chauds, il y a des choses qui vont sortir
même, je dirais, mieux ici avec le climat qu'on a ici versus en Écosse. Mais bref, je trouve ça magnifique de voir ça. Là. Je ne voulais pas te couper là, si tu avais des choses à rajouter, Michel, là, par rapport à ça. Là. Mais avoir des. Ben, je pense que tu as quand même aussi une certaine sélection. Tu es quand même piqué, là, si je peux dire ça, sur la qualité des fûts que tu reçois. Oui. En fait, oui, c'est ça. La première chose, c'est que on ne portera jamais, 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 nous, de jugement sur ce qui est fait ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui font beaucoup de travail, qui travaillent très fort, puis on salue leur travail. Puis nous, on ne regarde pas, on regarde pas à côté, on regarde en avant, puis ça nous satisfait beaucoup d'aller chercher ce qu'on veut. On est dans le monde du single malt, on essaie de se spécialiser dans le single malt, puis on regarde vraiment, vraiment dès le départ, on s'est fixé. Nous, ce qu'on aime surtout, c'est les whisky single malt et les Irlandais, les Asiatiques, qui sont parmi les plus grands. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est fié pour avoir une espèce de target. Et comme tu dis, ce qui est extrêmement important, puisque j'ai beaucoup aimé le Matt quand on l'a interrogé, et là où l'entrevue, ça a vraiment, vraiment bien tourné, ça a cliqué, c'est les questions qu'on a posées sur le programme de Barry. Le programme de Barry qu'on a à Côte-des-Saints, honnêtement, on est assez fiers de ça. On va chercher des fûts qui sont de bonne réputation, des fûts qui sont assez vieux. Les sherry, on ne va jamais chercher quelque chose qui a moins de 15 ans. Ça veut dire que le sherry qu'il y avait dedans, c'est un sherry qui était quand même de très bonne qualité quand ils l'ont embouteillé. Même chose avec les PX. On est allé chercher, on a plus de 3000 fûts qui vieillissent présentement et là-dessus, on a plus d'une quarantaine de types de fûts différents. On parlait des sherry. Bon, le sherry, évidemment, l'Oloroso, on a le Fino, on a du Amontillado, du Manzanilla, on a à peu près toutes les sortes de sherry. On a le Pedro Ximénez, évidemment, qui est l'espèce de Xérès blanc du sud de l'Espagne. On a du Calvados, de l'Armagnac, du Cognac, des rhums, des vins rouges de Bordeaux, des sauternes, des muscats. Bon, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même pas mal. Des Mizunara. Des Ardbeg, des fûts fumés. Dans lequel on fait fumer, parce que pour l'instant, on ne fume pas dans le grain. On vient chercher des fûts extrêmement fumés qui vont donner quelque chose d'assez prometteur. Et pour nous, d'aller chercher un grand programme de grands barils de bonne qualité, c'était extrêmement important. Et je peux te dire que quand on reçoit des barils, souvent on reçoit ça de l'international, d'Europe, par container. La dernière fois qu'on a reçu, il y avait à peu près 90 barils et on en a retourné 40. Parce que les gens savent, quand ils nous en envoient, si on les sent, si on les inspecte, si on les regarde et s'ils ne sont pas satisfaisants, on les retourne. Alors, on a retourné 40 fûts qui, pour nous, n'étaient pas jugés adéquats. Alors, ils vont les reprendre, point final, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et à chaque fois, on retourne des fûts qu'on juge inadéquats, que ce soit parce qu'ils ont trop séché, ils ont pas assez de goût, ils sont pas assez aromatiques, toutes sortes de raisons. Donc, pour nous, le programme de fûts est extrêmement important et il n'y a aucun fût qui n'est pas examiné. Tout est passé à la loupe. Et quand un whisky, quand notre New Make est mis dans un fût, ce fût-là a passé le test. Donc, c'est très important. C'était mon 5e point, là, avec le distillateur, l'alambic et tout ça. Donc, d'en arriver avec un programme de fût de belle qualité, ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'on a cherché toujours. On met beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, ça, c'est le 5e point, le fût. Le dernier, qui est très important aussi, et on n'avait pas pensé à ça au début, mais c'est arrivé quand même un peu sur le tard. Pas trop tard, mais il a fallu qu'on pédale quand même un peu. C'est qu'on était rendu, après 3 ans et demi, dans ce temps-là, on avait 2000 fûts. 2000 fûts à 63 d'alcool. Fait que là, on s'est dit, bon, on va essayer de goûter, voir qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pas évident d'aller percer 250 fûts à 63 puis d'aller dire le 47 est prêt, le 62 ne l'est pas, le 46, on va le mettre en single barrel, etc., etc. Puis l'autre, on va le mixer, on va faire un blend. Hey, c'est pas évident. Là. On a commencé au début, puis après 2 semaines, on s'est regardé, on a dit, wow, ta minute. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien là, on a contacté, moi j'avais des contacts, j'ai fait quand même pas mal de recherches là-dessus. J'ai contacté Gordon Steele, qui est quand même très reconnu en Écosse. Dr. Gordon Steele, qui a un doctorat en chimie du whisky, entre autres. Et Gordon a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience. Il a été pendant 15 ans directeur du Scotch Academy Research à Édimbourg. Donc, je l'ai contacté et il donne beaucoup, beaucoup de cours. Il forme des étudiants sur les techniques de dégustation, d'appréciation.
de maturation des whiskies. Et ce que je voulais, quand je lui ai parlé, c'est d'avoir un de ses étudiants. Parce que lui, il consulte quand même pour des grosses distilleries en Écosse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne traverser l'Atlantique pour consulter chez nous. Et il m'a posé beaucoup de questions. On a jasé, c'était vraiment hyper agréable. On a passé quasiment 2 heures la première fois sur Teams. Il dit, écoute, je vais te rappeler, je vais regarder ça, je te rappelle. Il m'a rappelé le lendemain, puis il m'a dit, écoute, Michel, il dit, je vais aller consulter chez vous. Fait que sur le coup, je peux te jurer que ça a été comme un choc. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un individu comme ça nous dise ça. Et bon, ben, de fil en aiguille, effectivement, on ne peut pas refuser une offre comme ça. Hein. Fait qu'il est venu ici, donc il vient à peu près 3 fois par année. Il doit revenir dans quelques mois. Et c'est quelqu'un absolument d'extraordinaire qui a un nez, une pédagogie, un nez, une façon de voir les choses. Il peut, en 2 heures, 2 heures et demie, il peut évaluer 250 produits, les classifier, exceptionnels, moyens, très bons, à faire vieillir. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un nez. Et ça, c'est un talent. Hein. Nous, quand il vient, on prend tous congé parce que ce n'est pas notre job principal d'être à la distillerie, des actionnaires. On prend congé, on s'assoit avec lui et on passe 4 jours à le regarder aller, à sentir et à l'écouter. On s'abreuve de ses propos, c'est vraiment exceptionnel. Et il a un nez absolument extraordinaire. Fait que c'est lui qui va déterminer le bleu que vous avez, l'étiquette bleue, là, le 17% de sherry et 83% de bourbon. C'est lui qui a trouvé la bonne recette pour ça. Les single barrel par la suite, quand il a senti le baril de Sherry Roseau, il a dit ça, vous mélangez ça dans rien. C'est exactement ce que vous voulez avoir dans un whisky single malt vieilli dans un fût de sherry. Même chose avec le Porto, le PX, il dit ça, vous ne mélangez pas ça. Fait que c'est une aide absolument exceptionnelle. On a fait venir quelqu'un ici, justement, pour nous aider parce que c'est un talent brut, là. Et ça, je pense, contrairement à un distillateur, tu peux faire de la distillation, tu peux faire une technique de distillation avec des protocoles. Les gens d'ici peuvent le faire. Mais déguster, sentir et déterminer ce qui est prêt ou non, c'est un talent. Ça, tu l'as ou tu l'as. Tu peux le développer, par contre. Tu peux t'améliorer, tu peux être meilleur, ça, c'est sûr. Mais dès le départ, c'est un talent, absolument. Ouais. Un niveau d'expertise qui est quand même assez long à aller chercher aussi. Là. Pour être capable de déguster, tu sais, d'une soirée, on peut, si on s'énerve, on peut tester 10 produits puis s'amuser, mais 200 dans une journée, là, ça prend une rigueur. Et je te dirais dans un avant-midi. Tabarnouche. C'est vraiment exceptionnel. Il passe, écoute, on installe tous les verres. Là, je vous avais déjà montré des photos. On installe les verres, on installe en général 150 à 200 verres. On lui donne 2 heures. Bon, en fait, on lui donne peu, tant qu'il peut, mais il prend environ 2 heures. Et pour sortir tout ça. Je te dirais qu'il prend une minute et quart, il remplit sa feuille de papier. Puis en général, il est vraiment sur la coche là-dessus. Il met ses verres en avant, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière, une technique, en disant « Oh, ça, il faut le laisser vieillir. Ah, ça, c'est parfait. Ça, c'est prêt. Ça, on le blend. Ça, on le sort en single barrel. » Une méthodologie, là. Ah, absolument. Absolument. C'est vraiment exceptionnel. Et honnêtement, une chance qu'on l'a. Je pense que les produits de base sont quand même là. Je pense qu'on a quand même une certaine qualité qui est là. Sinon, je pense qu'il ne serait jamais revenu. Mais de là à aller déterminer qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est blendé, à quel pourcentage d'alcool, je pense que ça prend une coche de plus. Et Gordon nous a beaucoup aidé et il nous aide encore beaucoup là-dessus. Est-ce que Gordon est inclus dans le processus pour dire qu'il n'y a rien qui sort de la distillerie s'il n'a pas été vété par Gordon pour dire c'est prêt, c'est good to go, on le sort, ou vous êtes rendu un petit peu plus autonome à ce niveau-là? Ben, je pense qu'on est rendu, on est rendu plus autonome parce que quand on a jasé avec lui la dernière fois qu'il est venu, par exemple, les single barrels, les cask strength qu'on va sortir, ça, c'est des barils qu'on a déjà ciblés comme étant d'exception avec lui. OK. Là, on peut les sortir là, on peut les sortir dans 6 mois, on peut les sortir dans 1 an. Ceux-là sont comme, c'est sûr, quand il va revenir, on va lui faire redéguster encore. Tu sais, c'est un échantillon qu'on met là, puis il va nous donner un petit peu d'informations là-dessus. Mais en général, quand il nous dit, quand il nous a dit il y a 6 mois que ce baril-là est exceptionnel, à date, ça n'a pas changé beaucoup dans le temps. Il va au contraire s'améliorer. Donc oui, on est allé chercher un peu plus d'autonomie sur certains produits à sortir, mais il est quand même, c'est quand même une aide exceptionnelle là, qu'on négligera jamais. Mais de là à dire, on n'a pas besoin qu'il approuve tous les produits qui vont sortir maintenant. OK. Fantastique. Puis ça, c'est une question qui va avec
avec Gordon également, la décision d'aller uniquement, parce que je sais pour toutes les éditions spéciales, c'est que de la maturation qui est first fill. Ouais. Est-ce que ça, c'est plus vous autres qui a été de l'avant en disant on utilise des fûts exceptionnels, ça a des certains montants, de faire tout importer ça, de les vêter individuellement, de dire qu'on fait du first fill, qu'on veut avoir 100% cette première maturation-là, puis ça va être uniquement ça. Il y a quand même un coût qui vient avec ça, il y a quand même aussi un temps, puis il y a aussi le fait qu'on ne peut pas le réutiliser, fait qu'il y a, il y a un impact, là. Oui. En fait, oui, c'est une bonne question. La réponse, c'est c'est de nous que ça vient. Pour nous, dès le départ, on avait des modèles de distillerie où on voulait faire du first fill d'emblée. Je vais nommer Cavalan. Moi, c'est ce que je pense qui a été peut-être le... J'en nommerai pas. mais on en connaît quelques-unes. Et moi, je pense que dès le départ, on aime les whiskies qui sont fins. Mais on aime les whiskies qui sont aromatiques, puis on aime les whiskies qui vont donner le caractère du produit dans lequel il a vieilli. Et là, je lance aucune pierre à personne, et surtout pas à l'Écosse, qui sont quand même des modèles qu'on va toujours respecter. Mais à un moment donné, c'est sûr que, puis ça, c'est Gordon même qui nous l'a dit, Gordon Steele, à force de faire vieillir toujours 13, 14, 15, 16 ans en Bourbon, tu donnes toujours une grosse empreinte de Bourbon à tes produits. Puis tu les fais finir en 1 an, 2 ans dans Porto, Sauternes ou quoi que ce soit. Et là, je le cite, ça ne goûte pas tant que ça. Et là, je le cite. Nous, dès le départ, on s'est dit, regarde, on va faire ça, puis on va même faire l'inverse. C'est-à-dire que si je le mets en Sauternes, puis que je me rends compte après 5 ans que ça goûte pas mal le Sauternes, regarde, je vais le sortir, puis je le mettrai peut-être dans un Bourbon pour le ralentir. Tu sais, je ne dis pas qu'on va faire ça. Mais notre objectif, c'est de faire un produit aromatique, goûteux, qui a passé toute sa vie dans le même baril. Et je ne te dis pas qu'après 5, 10, 12, 15 ans, on ne va pas se dire « Oh, c'est pas mal trop typé ça ». Un exemple, par exemple, on va peut-être en parler tout à l'heure, le Calvados. Le Calvados, il y a un petit peu plus que 5 ans où on se parle, il est noir comme du charbon. Il est goûteux, il est aromatique, vous l'aviez goûté, c'est quand même un produit qui est quand même très intéressant, mais je ne sais pas si je le laisserais 15 ans dans ce baril-là. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit du Calvados au whisky non plus. Fait que le fait de faire du first fill, c'est intéressant. Il faut surveiller l'évolution, il faut surveiller la maturation. Et on est parti avec une idée de first fill, mais je ne peux pas dire qu'on est contre le finish. Fait que je ne dis pas à un moment donné qu'on n'arrivera pas avec un produit en disant « Ah, lui, on l'a fait vieillir dans un tel baril, c'est pas très aromatique, tu n'as vieilli pas autant qu'on voudrait, ben garde, on va le finir dans un autre, puis on va voir ce que ça va donner. » Par exemple, il y a des Cheryl Roseau qui vieillissent très bien. On en a beaucoup de Cheryl Roseau. Et on a beaucoup de Ardbeg, de l'Afro. Ça sera peut-être très intéressant, puis on y pense beaucoup, à prendre un des Sherry puis à le finir dans un baril de Ardbeg de l'Afro. Tu sais, si on le fait passer 5 ans dans un Sherry, il est aromatique, il est foncé, il est juteux, il est rouge, caramel, tout ça, puis tu le finis 2-3 ans dans un Ardbeg, ben peut-être que ça va être très intéressant, puis c'est probablement quelque chose qu'on va essayer. Donc, on n'est pas complètement fermé au finish. Nous, c'est first fill, mais on verra avec le temps, puis probablement qu'il va y avoir certains finishes aussi. OK, super. Sinon, Eric, tu avais une question? Oui, ben en fait, deux, trois questions. En fait, la première chose au niveau des barils, puis on a tout visité la distillerie, puis on a vu un peu ce que vous aviez. Tu parlais de 3000 barils. En partant, je pense juste la quantité de barils que vous avez, c'est plus que... je me demande si c'est pas plus que toutes les distilleries au Québec réunies, là, en termes de barils de whisky qui vieillit. Puis, je sais pas, là, ce que vous en pensez, là, mais je pense que je suis pas loin de... Puis Michel, tu le sais peut-être, là, mais moi, je pense que je suis pas loin de dire ça. Vous avez plus de barils que toutes les distilleries, de whisky que toutes les distilleries au Québec actuellement qui vieillissent. Pour du whisky, tu sais, c'est Pour ça. du whisky. Ouais, mais écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, je vais vous laisser plutôt la discussion sur les autres distilleries. Ouais. On veut vraiment pas avoir d'influence négative ou tout ça. Non, c'est... Mais la quantité, oui, c'est une bonne quantité. Puis, vois-tu, nous, on s'est donné comme objectif, présentement, là où on file sur, là, on est assez stable sur 1200 barils année. Okay. Ça veut dire que 5 ans, c'est 6000 barils, donc on va être peut-être en 10 000 barils dans 6 ans, quelque chose ainsi.
Fait que nous, on avance, on regarde en avant, on va chercher. L'important, c'est d'avoir toujours notre bon new make, d'avoir notre expertise de Gordon qui va nous dire quand c'est prêt ou non, travailler avec lui, d'avoir toujours des barils de bonne qualité, jamais, jamais, jamais baisser le standard des barils. Et à 1200 barils année, on est sur notre lancée en essayant d'aller chercher le plus de différents barils possibles, très aromatiques. Effectivement, puis je ne disais pas ça pour parler des autres distilleries, je fais juste pour dire comment, par rapport à ce qui se fait au Québec, les gens ont souvent pas une compréhension que d'autres distilleries font des whiskies ou ils ont des whiskies en vieillissement, mais ils ont 50, 100, 200 barils. La quantité que vous avez, là, c'est un focus incroyable sur la production, la quantité, la qualité de barils. Là. C'est hors norme par rapport à ce qui se fait un peu au Québec actuellement. C'est plus pour mettre ça en valeur. Là. Mais là où on est parti là-dedans, peut-être une des différences, je pense, là-dedans, c'est que nous, quand on est parti, on avait un commitment sur le single malt. Pour nous, on a commencé à faire du gin après 5 ans. On avait déjà plusieurs centaines de barils d'installés dans le chai. Déjà, ça vieillissait. Puis là, on s'est dit, bon, ben, on va faire du gin, on va faire des liqueurs. Les gens vont venir chez nous, ils vont pouvoir déguster ça en attendant que ce soit prêt. Beaucoup de distilleries ont fait l'inverse. C'est-à-dire, ils ont commencé avec d'autres produits, amené un petit peu d'argent au moulin, puis ont commencé à faire des barils, une certaine quantité, tout ça, puis ils montent tranquillement leur inventaire. C'est juste une question de vision d'affaires au départ. Nous, on est vraiment parti avec une idée préconçue, là, vraiment, où on voulait partir dans le single malt. C'est le whisky. Nous autres, la distillerie Gros Dessin, c'est une distillerie de whisky. Ce côté-là est fantastique. Là. Nous autres, on est des geeks, là, puis les gens nous écoutent pour qu'on donne notre opinion, puis ça me fait plaisir de la donner, puis c'est pas pour dénigrer les autres distilleries, là, c'est juste de dire à quel point j'ai l'impression qu'on a quand même mis la barre haute là, quand on est arrivé avec Côte-des-Saints, puis avec la qualité des produits qu'on a sortis. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un peu la charrue devant, là, puis vous êtes en train là, d'amener là, les produits du Québec, les whiskies du Québec là, à une autre place qu'elle n'avait jamais été là, auparavant. Là. Moi, je le vois dans cette optique-là, mais effectivement, ça n'enlève rien à ce que les autres ont accompli, puis on respecte beaucoup les autres joueurs aussi dans le domaine, parce que c'est un domaine qui nous passionne tous. Là. Mais n'empêche qu'on va remettre à César ce qui appartient à César. Vous avez un gros focus sur le whisky avec une politique de qualité de fût exceptionnelle. Et là, il y a en tout cas, il y a des potentiels produits qui s'en viennent. Là. Je ne veux pas vous enlever l'information non plus. Puis ça, moi, ça me hype. Là. Ça vient me chercher, ça vient me... j'ai hâte de voir ça. Où est-ce qu'on va être là, dans une couple d'années quand on va avoir pris des produits de 7-8 ans qui équivaut peut-être à, je ne sais pas moi, du 10-12 ans écossais. Là. Puis là, tu me corrigeras. Là. Mais écoute, avec des bons fûts de qualité de PX comme ça, avec avec une maturation, un climat, puis toute la qualité qu'il y a autour de ça, ça ne peut que donner du bon, là, selon moi. Là. Écoute, oui, puis je vais te dire, on tripe. Vraiment, on tripe. vous êtes venus dans le chai, vous avez vu un petit peu, écoute, on est comme des enfants là-dedans. Là. On se promenait dès le jour 1, en 1, en 2, en 3, en 4, l'an 5. Et plus ça va, plus tu regardes des barils, tu as quasiment le goût de toutes les percer, puis commencer à les goûter, puis avoir du plaisir avec. Puis on en perce régulièrement parce qu'on est, c'est trop tentant. Puis tu sais, on a reçu des barils encore la semaine passée, là, puis on était tous avec le nez dedans en disant c'est absolument extraordinaire. Puis on s'émerveille encore sur des barils vides, là. Puis les barils qu'on a eus, je vais te donner juste un petit indice, il y avait un alcool de pomme. Là. Et écoute, ces barils-là sont extraordinaires. Je veux dire, c'est comme tu baves à sentir le baril. Ça fait que tu mets ton new make dedans, tu dis ça dans 5, 6, 7, 8 ans, ça va être... On a-tu le droit de le dire, c'est quoi le fût? Tu peux te prononcer. Le Calvados, ça, tu parles, là? Ah ouais, non. Moi, là, la première fois qu'on s'est rencontrés, effectivement, j'ai encore cette image-là dans ma tête. Là. Il n'est pas tout à fait prêt, mais il est hyper bon. Ça, c'est mon style à côté. Là. C'est vraiment là,
une épaisseur, une onctuosité, là, des pommes, la croustade aux pommes, là. Ça, là, en single cask Calvados, là, moi, je serais acheteur là, à 100 000 à l'heure. Écoute, ça va être le fun, puis on en a eu beaucoup. On a une belle batch, puis ils sont tous extraordinaires. On a mis le nez dedans, là, c'est comme l'effluve, là, les arômes, là, tu sais, c'est comme on triple, là, c'est comme wow, ça va être écœurant. Ça fait que tu mets ton New Make là-dedans, puis tu es sûr dans quelques années. Écoute, ça ne veut pas être mauvais, là, on verra, tout dépend des goûts là, des gens, mais ça devrait quand même être bon. Fait que, tu sais, on a encore une gang de barils qu'on attend. On a commandé différents barils, différents types d'arômes aussi. Et comme vous savez, on a des vins rouges qui s'en viennent bons, on a des amarons qui s'en viennent aussi. Tu sais, on a un paquet de choses intéressantes. Fait qu'on fait, disons qu'on fait beaucoup d'essais, de tests, mais les tests qui sont plus concluants, ben, on les recommande, comme les Calvados, qui ont eu quand même des premières versions concluantes. Fait on tripe encore sur le programme de gestion de barils, puis on met beaucoup, beaucoup d'efforts pour aller chercher ça. Puis honnêtement, je suis content qu'on ait commencé tout ça en 2015, puis qu'on ait commencé à aller chercher des barils en 2017-18, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. La compétition est très féroce. On a nos contacts, on a nos entrées au niveau de plusieurs bookers de barils, ce qui fait qu'on a une assurance d'avoir des barils de même qualité qu'on avait avant. Partir aujourd'hui, c'est moins évident. Le prix a doublé, premièrement, mais même si le prix a doublé, on a quand même nos entrées et on a quand même des barils de la même qualité. Partir aujourd'hui, ça serait plus difficile. C'est vraiment un marché de contact. Oh, excuse-moi, Alex. Je vais te laisser y aller. Je vais embarquer après. Vas-y. Cool. Je mentionnais un petit peu, c'est un marché de contact dans le fond, puis j'imagine que Gordon puis Matt ont sûrement aidé là-dedans à voir un petit peu ces connexions-là, ces points d'entrée, surtout de départager les tonneliers de qualité puis les maisons aussi, parce que c'est pas n'importe quel vin de Bordeaux, Amarone, Xérès, qui ont les mêmes standards de qualité, qui sont vieillis pareil. On a su les season casks ou vraiment les vrais sherry casks. Il y a énormément comme de choses à départager dans ce marché-là. Fait que ça a dû être comme beaucoup de formation aussi, mais avec les bonnes ressources que vous avez pu leverager, dans le fond, utiliser pour aller vous mener un petit peu jusque-là. Oui, absolument, absolument. Les fournisseurs, ce n'est pas un fournisseur de sherry, on sait d'où il vient. Ce n'est pas un fournisseur de PX, on sait d'où il vient. Les fournisseurs de nos brokers sont connus. Ça fait qu'on va chercher toujours les mêmes pour avoir la même qualité de baril idéalement. Quand ce n'est pas possible, des fois, on a des petites discussions pour avoir des barils équivalents. Mais avec le contact qu'on a établi dans le temps, aujourd'hui, en général, c'est eux autres qui nous appellent quand on est bon baril. Dang. À un moment donné, on leur a dit, si vous avez quelque chose, vous nous appelez tout de suite, on veut le savoir. C'est ce qui nous a permis d'avoir, entre autres, les 16 Mizunara que vous avez vus de 200 litres. Ça, c'est vraiment, il nous a appelés parce qu'on avait mis un hola là-dessus en disant, aussitôt que tu as des nouvelles, tu nous appelles, aussitôt que tu as des nouvelles, tu nous appelles, puis on l'harcelait là-dessus. Ça fait qu'à un moment donné, il s'est dit, ils sont fatigants, eux autres, je vais régler le problème, moi leur dire que j'en ai, puis ça finit là. C'est pas ça que vous pouvez savoir. Fait qu'ils nous ont vraiment, vraiment appelés en disant, écoute, j'en ai combien, t'en veux combien? Fait qu'on a dit, bon, on va tout les ramasser. Fait qu'on a un bon contact, on a des belles relations avec, qu'on a établi avec le temps, ce qui nous permet d'avoir un approvisionnement toujours de barils de bonne qualité. C'est vraiment fantastique. Puis là, on parle de barils, tout ça. Puis si on revient à l'étape d'avant, on a parlé du New Make, la fabrication du New Make, le temps que vous avez mis là-dessus. Juste une petite parenthèse, on a quelques-uns là, qui ont goûté au New Make. Puis honnêtement, je t'en parlais l'autre fois. Puis je te le redis là, publiquement, si jamais vous embouteillez du New Make, on va l'acheter. Parce qu'il est vraiment très bon aussi. Là, juste comme ça, là, c'est vraiment particulier. Il n'y a pas beaucoup de New Make qui sont bons. Je vais donner une primeur, Eric. Ouais, vas-y. Ça n'arrivera pas. Ah! C'est bon, OK. Puis, dans le fond, on n'a pas parlé de vos alambics, la distillation, votre processus de distillation comme tel. Ça, dans le fond, Matt a travaillé sur cette partie-là aussi, les temps de distillation, puis la sélection, si on veut, des alambics ou le travail avec les alambics. Tu peux-tu parler de ça un petit peu? Oui, en fait, l'alambic qu'on a, c'est un alambic qui vient du Kentucky. Donc, c'est un alambic qui est bon pour tous les types de grains. Qu'on parle
qu'on parle de rail, de maïs, de blé, d'orge. C'est un alambic à grains, 100% cuivre, donc la transmission de chaleur est très constante et de bonne qualité. Puis on sait que le cuivre aussi a une propriété quand on met notre liquide de fermentation puis on chauffe du whisky, il y a toujours du soufre qui s'évapore avec l'alcool et le cuivre va vraiment coller le soufre à ses parois. Puis à la fin de la distillation, le soufre sur les parois va retomber dans le liquide et va être évacué. Donc, il ne se transmettra pas à l'alcool. Donc, ça fait un alcool qui est moins sulfuré, un whisky qui est moins sulfuré. Donc, un alambic en cuivre de ce type-là, c'est pas exactement comme en Écosse, c'est plus des pastilles en Écosse, lui, c'est plus un alambic avec des colonnes et des plateaux. Ça ne change pas grand-chose, la forme de l'alambic. L'important, c'est la quantité de cuivre qu'il y a à l'intérieur, son mécanisme, son fonctionnement. Et je pense qu'un alambic à grains comme ça va vous permettre d'aller chercher des whiskies de très bonne qualité, quel que soit le grain que vous utilisez. Donc, pour nous, c'était important d'avoir un alambic à whisky, complètement dédié au whisky, comme celui que vous voyez là. Celui qui fait nos gins et nos liqueurs, c'est un alambic complètement différent qu'on voit un petit peu dans le bas à gauche de la photo. Et lui, c'est gin et liqueur. Et le précédent, ce n'est que pour les whiskies. Il n'y a pas de mélange, évidemment, de gin et de whisky dans aucun alambic. Ça n'arrivera pas. Là. Allez-vous vouloir faire des essais de ce côté-là aussi? Peut-être avoir un autre alambic éventuellement? C'est-tu dans les plans? Je vole-tu des punchs? Ou, Je veux dire, un autre alambic pour augmenter la production ou pour essayer ouais, pour aller chercher des saveurs différentes? Ça fait-tu ouais. partie des projets de... Il y a plusieurs... Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Augmenter la production avec un autre alambic, c'en est un. Essayer peut-être aussi de se diversifier à faire d'autres types de whisky différents, ça peut en être un autre. Mais je vais dire que pour l'instant, où on se parle aujourd'hui, on est vraiment, vraiment sur le focus du single malt. Donc, à moins d'un changement à très court terme, ça n'arrivera pas, mais on est ouvert à ça. Je ne dis pas que dans 2, 3, 4 ans, on ne décidera pas d'essayer d'autres choses aussi, mais en ne diminuant jamais la vigilance sur les produits qu'on fait en single malt actuellement. Absolument, absolument. Puis, tantôt, JP en a parlé un petit peu, puis tu as effleuré ça aussi. Puis, on l'a vu, puis quand on a visité le chai aussi, tu en as parlé, mais je pense que ça fait vraiment une particularité. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte du chai, puis comment est-ce que vos entrepôts, vos chais influencent le vieillissement, là, qui est assez particulier par rapport à d'autres distilleries, peu importe ailleurs dans le monde ou au Québec. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous? Écoute, ce qu'on ne savait pas dès le départ, nous, c'est le vieillissement, le potentiel de vieillissement, la durée, la maturation. C'est tout un peu des inconnus au Québec. Hein? Nous, on explore en même temps, puis on découvre en même temps que tout le monde. Gordon nous a beaucoup aidé à, je dirais, à préciser des questions qu'on se demandait. Au Québec, on a un climat qui est très, très, très différent de l'Écosse. Et on a un climat qui ressemble beaucoup aux pays asiatiques, entre autres l'Inde, Taïwan, le Japon. Dans le sens où on a des étés très, très, très chauds, très humides. Des étés qui vont monter jusqu'à 38, 40, 42 degrés avec un taux d'humidité très élevé. Alors, on sait qu'en whisky, ce qu'on pouvait s'imaginer, mais ce qu'on ne savait pas vraiment avant, la maturation d'un whisky à 62-63% dans un baril est nettement avantagée avec un climat chaud et tropical. C'est une planche de bois hein, dans laquelle il y a de l'alcool. C'est que plus vous mettez de la chaleur, de l'humidité dedans, bien, l'alcool que dans la planche de bois, c'est-à-dire dans le baril, va se transmettre plus rapidement à votre whisky. Donc, on a un whisky au Québec, ici, puis ça, on ne le savait pas au départ, mais ça a été précisé par notre Master Blender. Le climat du Québec fait en sorte que le whisky de single malt ici va vieillir beaucoup plus rapidement qu'en Écosse, où le climat est beaucoup plus stable, c'est-à-dire 13 à 18 degrés à l'année longue avec le même pourcentage d'humidité. Ce qui fait que pour lui, la maturation idéale d'un whisky au Québec, dans des conditions qu'on connaît, est autour de 6 à 9 ans. Alors que le même whisky, dans des conditions écossaises, va obtenir sa maturation idéale autour de 13 à 19 ans. Ce qui fait qu'un whisky de 6 ou 7 ans peut équivaloir, avec des conditions similaires de qualité au départ, avec un new make de bonne qualité,
à un whisky écossais facilement de 14, 15 ou 16 ans. Et c'est pour ça que en fait, le système d'âge, comme vous voyez en Écosse, c'est vrai. Un 13 ans par rapport à un 19 ans, par rapport à un 25 ans, c'est sûr qu'il y a une bonne différence. Pourquoi? Parce que la technique est la même au départ en général et que le climat est le même aussi, dépendant des régions, avec assez peu de variations. Ce qui fait que c'est vrai qu'un 25 ans, en général, est meilleur qu'un 15 ans, qu'un 16 ans, qu'un 18 ans. Mais c'est beaucoup plus difficile de comparer des âges d'un pays à l'autre, par exemple. Et ça, c'est vraiment lui qui nous le dit. Vous ne pouvez pas comparer un whisky de 15 ans en Écosse à un 15 ans au Québec ou à un 15 ans même en Asie. Ça ne se fait pas. Les climats sont beaucoup trop différents. La maturation est beaucoup plus rapide dans les climats à chaleur et tempérés. Ce qui fait que le système d'âge est bon, mais il faut faire très attention. Puis quand vous dégustez à l'aveugle, vous vous rendez compte que des whiskies de 5, 6, 7 ans, comme par exemple, on a discuté tout à l'heure, Cavalan, des whiskies de 5, 6, 7 ans, ça va battre des 15, 20 ans facilement en Écosse aussi parce qu'il y a un climat et un terroir particulier. Alors ça, vraiment, c'est assez significatif. Et non seulement on a la preuve théorique, mais on a aussi la preuve pratique parce que quand on vide nos barils, on se rend compte que notre part des anges va souvent monter jusqu'à 20 à 25 %. Alors qu'en Écosse, elle est à 10, 12, 13 %. Donc, on perd 2 fois plus de whisky en dedans de 4 à 5 ans que ce qu'ils peuvent perdre en Écosse. Ça veut dire qu'il y a une maturation plus rapide et il y a donc une évaporation plus rapide aussi. Je pense aussi que c'est important, c'est de travailler le whisky à la base d'une façon différente en sachant qu'il va être vieilli probablement une décennie moins. On a moins droit à l'erreur dans nos couples lorsqu'on va faire vieillir un whisky moins longtemps. Il va moins avoir le temps d'arrondir certaines arêtes si on le fait vieillir moins longtemps. Fait qu'à la base, je pense que c'est important aussi, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est quand on fait vieillir un whisky moins longtemps, parce qu'avec le climat qu'on a, on ne peut pas le laisser 15 ans peut-être, parce que là, il va être trop vieux, il va avoir trop d'interaction avec le bois, ça peut être un autre problème. Absolument. De là, le défi d'avoir plein de barils comme ça à goûter, puis qu'on essaie de trouver quand est-ce qu'il y en a un qui est prêt à embouteiller, puis ou pas, là. Tu sais, parce qu'effectivement, avec le climat, ça passe plus vite, là. C'est comme essayer d'attraper quelque chose au vol qui passe plus vite à un moment donné, là. Fait que, le Porto Tawny que vous aviez sorti, là, je ne sais pas s'il y en a eu une autre édition, là, mais votre gros vieux baril de Porto tout cabossé, là. Ouais. Quand il est allé là, à l'événement qu'il y avait là, à la distillerie, quand vous les avez sortis, il fallait le sortir aussi parce que la pente s'en venait à l'inverse. Il prend une belle courbe, les saveurs, tout ça, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Exactement. Je me rappelle vous avoir entendu dire qu'il était temps qu'on le sorte parce que là, à l'inverse, l'influence va être trop prononcée. Là, on va aller de l'autre côté, là, on va en mettre un peu trop. Là, et je t'annonce qu'on a embouteillé le 12 pour l'instant et que le 12, on l'attend. Il n'est pas sorti encore parce qu'il reste encore quelques bouteilles du 11. Mais le 12, pour moi, est une coche en haut. Oh! Je dis ça puis je dis rien. Mais, ça. Mais ça dépend des goûts, hein? Ça dépend des goûts. Il y en a qui peuvent aimer mieux le 11, d'autres peuvent aimer le 12, mais moi, je trouve que le 12 est plus équilibré encore et plus intéressant. Mais tu as tout à fait raison. L'objectif, c'est de les déguster le plus souvent possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous invite à venir faire un tour de temps en temps. Et de les déguster le plus souvent possible, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maturation trop rapide, que ce ne soit pas trop goûteux. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas exclu à un moment donné qu'on décide d'en sortir quelques-uns qui maturent trop vite pour les finir en bourbon. Ben, c'est pas gaspillé. En fait, si on a, que j'ai pu comprendre, les Master Blenders, justement, un whisky qui a été trop longtemps en barrique peut servir à aller, soit pour aider au niveau de la couleur dans les autres, parce que des fois, il vient chercher avec la couleur. Puis des fois aussi, aller redonner un peu plus de complexité, plus de profondeur, aller chercher le petit côté qu'il y a trop dans ce baril-là pour faire un single cask avec. Mais exactement. Ensemencer d'autres barils avec. Tout à fait. C'est une science, hein, l'assemblage, c'est fascinant. C'est complexe. On apprend beaucoup, parce qu'on a quand même un bon professeur, mais il y a une certaine complexité. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que l'O2, c'est la même proportion encore, 83-17 Bourbon Sherry? Oui, en fait, le lot 2, c'est exactement la même chose que le lot 1. Ce qu'on a fait, on a sélectionné avec Gordon une quantité, je dirais probablement une vingtaine de barils de Bourbon, 6 barils de Sherry environ, grosso modo. On a tout mélangé ça ensemble. Alors, ça faisait autour de 9 à 10 000 bouteilles. Et là, on a embouteillé 4 500 et on a remis dans les barils initiaux d'origine les autres 4 500.
Donc, c'est le même mélange initial, sauf que celui qu'on va sortir en lot 2 va avoir maintenant 1 an de plus que l'autre quand on va le sortir. Donc, c'est le même assemblage, le même identique whisky. Donc, c'est la même cuve au départ quand on avait tout mélangé ensemble. Donc, il va y avoir 1 an de plus. Et honnêtement, quand on le goûte, ça paraît. Il y a une différence. Oui, oui. Donc, de 4 à 5 ans, là, on parle? Oui, exactement. OK, OK. Ouais, ben, pour avoir goûté dans notre petit focus group, là, effectivement, là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle évolution là, entre les deux moments où on a goûté au premier, au lot 1 cast strength versus l'autre, le lot 2 en cast strength. Moi, personnellement, j'ai trouvé que l'apport en vanille, en onctuosité, là, venait beaucoup plus me chercher que dans le premier. Là. Fait que l'année de plus qu'on est venu chercher, là, ça a été un apport assez intéressant pour qu'on puisse considérer effectivement dans nos tastings, plutôt dans notre projet d'embouteillage qu'on va avoir. Fait que, en tout cas, j'ai hâte d'entendre les gens aussi là, sur ce produit-là qu'on va embouteiller éventuellement, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. En tout cas, moi, je trouve que ça démontre à quel point finalement, on est capable d'en faire des bons single cast strength ici au Québec. Là. Quasiment Cavalan-ish, si je peux. Je sais qu'on n'aime pas comparer, dire des noms et tout ça, mais on sent pas une espèce d'ascendance, un petit peu d'inspiration aux méthodes de Cavalan? Ben, on pourrait dire inspiration, oui. Je pense qu'on ne peut pas prétendre à côté ou imiter Cavalan, qui sont des whiskies absolument extraordinaires, qui sont pratiquement inimitables non plus dans le monde. Est-ce que je peux dire qu'il y a une influence? Dans la recherche, ils ont commencé quand même en 2005 à faire des whiskies, donc c'est une distillerie qui est extrêmement jeune. Et en fait, l'inspiration qu'on a, c'est la recherche de l'excellence de tout ce qu'il faut pour faire un bon whisky. Fait que oui, l'inspiration est là. Ils sont allés chercher des master distillers, des master blenders, un programme de baril incroyable. Oui, c'est une belle inspiration. Est-ce qu'un jour, on va rivaliser avec Cavalan? Ça, on laissera les experts décider. Et vraiment, on n'est pas rendu là au moment où on se parle. Mais est-ce que c'est une inspiration? Oui, c'est une inspiration pour tout le monde. Ça devrait, dans le monde du whisky, même pour les Écossais et les Irlandais, ça devrait être une inspiration pour tout le monde. Parce que partir en 2005 et être rendu presque 20 ans plus tard avec des produits exceptionnels qui sont dans le haut de l'échelle partout, si ça, ce n'est pas une inspiration pour tout le monde, je me demande c'est quoi. Ça fait que la réponse, c'est oui, c'est une inspiration pour tous ceux qui font du single malt au monde. Ben, dis-moi, mettons, ces temps-ci, ton whisky, pas dans les whisky Côte des Saints, mais dans un whisky que tu veux t'ouvrir ces temps-ci, ton go-to, ben non, ton préféré du moment, ça serait quoi, juste pour nous guider un peu sur ton genre de palette ou ton là, genre je te dirais, moi, je suis pas mal Speyside en général. J'aime beaucoup. Là, je suis présentement, un de ceux que j'aime beaucoup, là, c'est le Glenmorangie 19 ans que j'ai acquis au retour d'un voyage que je trouve très bien équilibré, savoureux, délicat. Martin, c'est un fanboy de Glenmorangie, fait que tu viens de C'est un whisky très équilibré, d'où d'ailleurs je vais m'en verser un autre petit verre après pour célébrer la belle discussion qu'on a eue. Mais je vous dirais que je suis ouvert. J'ai beaucoup d'Asiatiques. Hein, et j'ai des Asiatiques que j'aime beaucoup aussi. J'ai l'occasion de voyager quand même pas mal en Europe et là-bas, on a quand même une plus grande sélection. En général, je me ramène surtout des Asiatiques quand je vais en Europe, parce qu'ils sont moins accessibles un peu ici. Fait que, je suis pas mal ouvert à peu près à n'importe quoi, là, genre caramélisé, fruité, un peu comme ce qu'on essaie d'aller chercher dans nos arômes, je dirais. Est-ce que tu explores un peu le bourbon des fois? En fait, celui qui est responsable de la production, c'est mon gendre à la distillerie. C'est une entreprise familiale élargie. Hein. Il adore le single malt, mais il adore le bourbon aussi. Et donc, il y a une grosse collection de bourbons. Et je vais vous avouer que c'est pas tellement ma palette. Et c'est une question de goût. Moi, je trouve juste que c'est pas du tout mauvais, mais je trouve juste que pour moi, c'est trop boisé et vanillé, en général. Et c'est bon, mais je suis plus du côté single malt et je veux surtout pas le dénigrer, là, parce que lui,
Il ne faudrait pas que je dise ça devant lui parce que lui, il aime beaucoup, beaucoup les bourbons aussi. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop boisé et vanillé à mon goût personnellement. Maintenant, si quelqu'un m'offre un bon bourbon, ça me fait plaisir de le boire. Je ne veux pas dire que je veux ça. Là, mais je suis plus single malt que bourbon personnellement. C'est comme le vin, hein? On peut être plus Bordeaux, Bourgogne ou n'importe où. Ça ne veut pas dire qu'on va cracher sur l'autre. Mais je suis plus, j'ai tendance à être plus single malt. Question de goût, c'est bien correct. Ouais. Great. On passe-tu à notre dégustation du lot 1, mon cher Joe? On est tous prêts. Si vous avez ça moi, dans vous autres, hein? Je suis désolé, mais je ne vous ai pas attendu depuis tantôt que je Mon trouvais que c'était approprié. aussi. Fait que avec un des propriétaires, je me suis gâté tout le long. Là. Mais ça fait un petit bout. Moi, dès qu'il est devenu disponible avec l'événement qu'ils ont fait, j'étais allé. J'ai suivi ça de près parce que justement, quand ils en parlaient d'une distillerie qui était vraiment focusée sur whisky, style écossais, style single malt, depuis le début que j'avais hâte. Donc, quand ils l'ont sorti, j'étais déjà membre du groupe. Là, comme, je ne sais pas comment vous l'appelez, là, quand on est membre un peu dans le club des membres. Le club des membres de l'Éco des Saints. Bref, j'ai goûté là, au début, dès qu'il était disponible, le lot numéro 1. La sac VIP, là, c'est pas les votes à Magog non plus. Oui, non, c'est ça, exact. Mais non, mais quand même, au moins, on est au courant de ce qui sort, des releases. On est comme. Et puis, je pense qu'il y avait, au niveau des premiers single barrel, ben, on a pu s'inscrire rapidement à l'événement. Puis, il y a eu un autre événement dernièrement aussi, qui va être bientôt, c'est en juin. My God, bientôt, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, dans pas longtemps, qu'il va y avoir aussi à distillerie. C'est avec ça que j'ai pu le savoir puis m'inscrire, puis pas manquer ma place. Mais pour en revenir au lot numéro 1, le travail d'assemblage a été super bien fait parce qu'il y a de la complexité. Quand on goûte un whisky qui est un peu plus unidimensionnel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais là, il y a eu un assemblage de fait de beaucoup de barils. Ils ont dans le sherry et dans l'ex-bourbon, donc ça paraît. Là, je vais vous sortir tout ce que j'ai eu au nez en premier et en deuxième nez. Il y en a quand même pas mal. C'est ça, il faut y revenir plusieurs fois pour aller tout chercher ces espèces de saveurs-là. Mais moi, ce que j'ai reconnu, la première fois que j'ai senti ce whisky-là, ce qui m'est venu vraiment au nez, il y avait un peu d'herbe salée, un peu de viande séchée. Il y avait un petit côté meaty là, qui n'était pas négligeable. Puis, il y avait beaucoup de choses qui se passent. Avec une acidité, une amertume, avec un petit peu d'agrumes au nez aussi quand même. L'acidité est là. Il y a un petit côté de terre. Il y a un petit arôme qui fait penser quand on rentre dans un jardin, là, quand il y a bien des choses qui poussent. Là. Fait que, tu sais, plus j'en parle, plus vous voyez qu'il y a quand même de la complexité et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Après ça, quand on le déguste et qu'on revient au nez, le nez change. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de complexité, encore plus de différentes couches puis de layers au niveau de la complexité. Quand on y revient en deuxième nez, moi, j'ai trouvé qu'il s'était assoupli pas mal. Il est plus rond. Donc, plus vanille. Vanille, citron / 7-Up. Là. Vraiment, quand j'ai comment vanille, citron, le petit côté crémeux. Je me dis, on aurait dit, il y a comme un petit arôme d'espèce de ce qu'ils mettent probablement comme saveur simulée dans le 7-Up pour lui donner le petit côté citron. Là. Fait que, tout ça pour dire, il y en a quand même pas mal. Puis moi, ça m'avait frappé comment il me faisait penser à quelque chose que j'avais peut-être déjà goûté ou un peu. Fait que là, j'ai sorti plusieurs de mes single malts, puis j'avais le Macallan qui je trouvais que peut-être qu'il ressemblait. Puis finalement, je me suis rendu compte en faisant des côte à côte puis des comparaisons que le Côte des Saints Premium, le batch numéro 1, est plus complexe et plus agréable que le Macallan, à mon goût à moi. Fait que là, c'est vraiment moi. Là. Je ne veux pas dénigrer, mais je trouvais qu'il y avait plus de complexité et un peu plus de profondeur que le Macallan, qui est un 10 ans. Fait que, c'est une petite parenthèse que je fais où l'âge n'a moins en moins d'importance versus la qualité d'un produit. Parce que ça dépend comment on l'assemble, ça dépend comment on fait les coupes, ça dépend comment on le fait vieillir. Fait que, tu sais, un 10 ans n'est pas nécessairement meilleur systématiquement qu'un 5 ans, qu'un 4 ans. Ça dépend vraiment comment il a été construit, le whisky. Ça, c'était mon nez. Vas-y, Alex. C'est plus pour ajouter, c'est que tout est une variable, puis de démocratiser tout ça, puis d'avoir l'information claire, parce que l'autre exemple, c'est des whiskies tourbés, que la tourbe disparaît avec l'âge, mais si tu aimes le côté punché, puis tu t'en vas vers un whisky tourbé vieux, tu vas tout le perdre. Puis même si tu as plus de part des anges puis qui justifie l'investissement de l'autre façon, ben, de l'âge, le taux d'alcool, la couleur, tout ça, c'est des variables qui vont t'amener à aimer ou pas un whisky. Puis le prix aussi en est une de ces variables-là. C'est jamais à prendre en considération qu'une de ces variables-là va avoir, comme l'âge, une préséance absolue sur tout le reste. C'est une variable qui impacte beaucoup, une variable n'est plus ni moins. Moi, je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert.
sais, quand une distillerie vous propose quelque chose, l'âge, c'est un des facteurs, comme le baril, comme la façon qu'il a été distillé, comme le type d'orge maltais qui ont été pris, parce que, tu sais, dans le maltage, on peut vraiment avoir différents types de façons de faire pour aller chercher des arômes différents. Fait que, tu sais, c'est complexe, il y a beaucoup de variables. L'âge, c'est un parmi tant d'autres. Fait qu'il ne faut pas juste s'arrêter à ça. Mais je pense que les gens s'amènent de plus en plus éduqués là, par rapport à l'âge. C'est de mieux en mieux, je pense. Puis on le répète souvent, puis ouais, les gens, je vois ça quand ils posent des questions. Après ça, les gens commandent, puis justement, ils sont beaucoup plus informés que, bon, quand j'ai commencé, l'ère des réseaux sociaux, whisky, les groupes, ça, c'était relativement basique. Là, aujourd'hui, on dirait là, qu'avec les chaînes YouTube un peu partout, puis les gens qui en parlent, puis les regroupements, les dégustations, les Eric, les Alex, les Joe de ce monde, ça fait en sorte que finalement, il y a de l'information quand même relativement accessible, puis quand même, finalement, un côté pédagogique là, assez disponible pour les gens qui s'intéressent vraiment aux produits, puis sont capables plus de se documenter facilement. Et ça paraît, là, moi, en tout cas, je trouve, là, dans l'interaction que les gens ont maintenant, de nos jours, là, sur les réseaux sociaux, pas juste sur mon groupe, les gens, on dirait, qui s'intéressent plus au pourquoi du comment, puis qui s'intéressent à, y a-t-il de l'information, c'est quoi la provenance, là, finalement, là, ils vont chercher des informations sur les fûts, ils cherchent les mentions en non-chill filtered, puis effectivement, natural color, les age statements, les gens commencent à... Au début, quand ça avait commencé, les no age statements, le monde boudait ça. Là, ils disaient, mais là, vous m'enlevez de l'information. Les gens, là, ils voulaient quasiment pas acheter un whisky quand ils voyaient qu'il manquait une mention d'âge. Mais après ça, je pense qu'il y a eu une espèce d'adaptation du marché, puis les gens ont compris que, bon, OK, je trouve ça plate de ne pas avoir l'information. Je ne sais pas que c'est correct nécessairement d'avoir moins d'informations, mais les gens ont compris que c'est pas parce que on ne dit pas l'âge que nécessairement ça va être moins bon qu'un whisky qu'on va te dire l'âge. Moi, je reviens toujours à mon fameux Lagavulin 16, qui est pas un mauvais produit, mais qui est tellement over-hypé, si je peux prendre l'expression. Je suis désolé des anglicismes, mais c'est probablement le mot qui rejoint plus le phénomène. Après ça, je le cache quelque part à l'aveugle, puis là, je mélange les cartes, puis les gens, après ça, ils comprennent finalement que il y a d'autres choses que la Lagavulin 16, où on pourrait nommer n'importe quel autre gros nom de produit, des gens qui s'attachent au nom de Macallan, à leur Ardbeg, ou peu importe le nom. Je sens que on est en train de briser un peu ce mythe-là de The older is better. Là, c'est plus le cas. Là. Puis les gens comprennent c'est une somme de facteurs qui fait en sorte que finalement, un whisky va être bon. Ça passe par la qualité des fûts, ça passe par la qualité de tout le processus qu'il y a autour. Puis pour revenir ici au lot 1, qualité du processus qui, clairement, là, je le vois par sa texture. Là, on n'en a pas parlé de texture encore. Là. Joe avait commencé ses notes, puis on a pris une direction haute. Mais clairement, je trouve ça agréable, l'espèce de côté sirupeux, mielleux qui vient chercher. J'ai l'impression qu'on est comme dans l'espèce de jus de salade de fruits, tu sais. Puis cette espèce d'ADN-là, un peu tropical, là, un peu papaye, banane, salade de fruits, on le retrouve souvent comme base à l'intérieur des autres produits. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une connexion, là, même quand je vais dans l'Oloroso, le PX, le Tawny, là, tout ça, il y a toujours un peu cette espèce d'aspect-là, là, un peu tropical, un peu abricot, mangue, tu sais, des fruits tropicaux en arrière là, qui proviennent un petit peu, je suppose, du New Make qui était déjà là à la base, si c'est une constance. Puis ça fait en sorte que finalement, c'est pas un ex-bourbon banal. Tu sais, les gens, des fois,
vont regarder ça puis ils vont se dire, bon, un autre ex-bourbon, parce qu'il y a quand même 83% ex-bourbon puis 17% le Rosso, fait qu'on s'attend quand même à une prédominance de ex-bourbon. Puis, ce n'est pas un ex-bourbon banal qu'on reconnaît, que je serais capable d'aller chercher plein d'autres affaires pareilles. Tu sais, il y en a tellement, là, des ex-bourbon sur le marché à des taux relativement bas, là, à 43, 40. Puis 46%, je trouve que c'est un très bon taux aussi. C'est pas mal un des flags qu'on reconnaît, qu'on cherche en tant qu'amateur intermédiaire avancé. On commence à regarder un peu les trois facteurs, là, le 46% non-chilled thread, c'est-à-dire qui n'est pas filtré à froid, et effectivement le natural color. Qui n'a pas de colorant ajouté pour diverses raisons. Je ne veux pas repartir encore sur le pourquoi de ne pas colorer son whisky, mais toutes ces choses-là, toutes ces informations-là, quand on voit ça dans un produit, ben la lumière est verte. Là, ça veut dire que c'est un produit qui est à considérer finalement, qui est le fun à aller chercher. Puis en finale, je trouve qu'il y a quand même une belle finale encore qui se tient sur le fruit. Pas immensément long, c'est pas non plus à tout casser pendant des heures, c'est juste, c'est bien, c'est équilibré, les fruits, le miel, c'est encore là. Peut-être un côté un peu plus frais, tu sais, Joe, tantôt, il a parlé de côté végétal, herbal. Moi, j'ajouterais peut-être un petit côté métallique. Ça se peut-tu, un petit côté Minéral, je dirais peut-être un peu plus. minéral, ça serait mieux, ouais. En bouche, Ouais. c'est ça, je n'avais pas fait mes notes, c'était plus le nez que je parlais, mais il y a un petit côté minéral vraiment. Là. Puis c'est un peu pour ça que je pensais que Island, je pensais Macallan, un peu le côté en bouche, le côté tropical est très présent, comme tu l'as mentionné, c'est un peu comme l'ADN, un peu là, de Côte-des-Saints avec ce qu'il y a, qu'on retrouve dans les éditions Single Cast, puis ce qu'on a goûté, nous, quand on est allé faire notre focus group. C'est un peu ça. C'était que le New Make, moi, je n'ai pas goûté. Là. Il y en a qui ont eu la chance d'y goûter, là, comme Eric. Puis, j'ai l'impression, comme on voit ce genre de signature-là dans la plupart des produits qu'on a pu goûter, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, on est quand même capable de faire un petit inventaire et de voir que ces saveurs-là reviennent. Donc, c'est ça. C'est l'agrume, une espèce de petite amertume d'agrumes, justement, soit comme zeste ou il y a le petit côté encore terreux qui est encore un peu là, végétal, qui fait penser à Whisky The Island, un peu spécial aussi avec les agrumes. Fait que, on a quand même une base pas mal solide pour construire des whiskies et faire un programme de casque, un programme de baril intéressant avec ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi, quand on a dégusté plein de sortes de barils différentes, que tout était comme, c'était un beau match. C'est un beau match avec du PX, un beau match avec du Porto, un beau match avec d'autres sortes de sherry. Les Calvados qu'on a goûté qui étaient comme wow, parce que la base fruitée fit tellement avec les autres sortes de fûts qui existent qu'on est habitué de voir que ben, c'est ça, ça va élargir les horizons pas mal avec ce qu'on peut faire avec ce distillat-là. Là. Sinon, en bouche, moi, le final, moi, je dis que je suis un peu d'accord avec toi, là, JP, que la finale, est, sans être très longue, est correcte. Elle nous reste assez longtemps pour qu'on puisse finir de l'apprécier. Sinon, en bouche, agrumes, une petite astringence, une petite amertume aussi qui était là, que moi, je trouve bien, c'est relevé. C'est quand on y goûte, on le sait. Tu n'es pas en train de boire quelque chose de trop fin. C'est un whisky fin. C'est un whisky qui se laisse découvrir, mais il y a la complexité, mais il n'est pas trop fin pour être plate ou pour être un peu unidimensionnel. Moi, c'est mes notes, en gros, là, du premium, là, l'eau numéro 1. On a pu goûter ensemble au lot numéro 2, qui se trouve être la même chose, mais vieilli plus longtemps. On a goûté Cask Strength. Je ne l'ai pas goûté en le baissant au même taux d'alcool. Parce que dans mes notes, j'ai pas pris des notes sur si je l'avais baissé, mais j'ai pris des notes sur qu'est-ce qu'il y avait de l'air une fois Cask Strength. Puis c'est un whisky qui brille énormément une fois qu'il est Cask Strength. Puis tout le monde, c'est pour ça qu'on veut vous le présenter aussi, c'est que, wow, Cask Strength, c'est une valeur ajoutée vraiment. Le plus haut taux d'alcool. Unanimement, on a fait comme, my God, ça veut, là, ça se présente.
Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter au niveau des notes de dégustation, parce que je pense qu'Alex aussi avait un peu des... Puis Martin aussi. Martin, il a des belles notes souvent, c'est intéressant. Puis on ne l'a pas entendu beaucoup, Martin. Je dis ça de même. Quand mais... il se force, là, il est capable. Là. Mais le cash strength, pour ajouter à ce que tu dis du lot 2, ce qui m'a frappé, c'est la finale. On dirait que vraiment, là, on l'a bonifié là, avec la version cash strength numéro 2. Là. C'est vraiment l'espèce d'onctuosité, la crème. On dirait qu'il y avait un whiplash là, en arrière là, de vanille qui revenait. Oui. Fait que l'apport du ex-bourbon là, avec l'année de plus qu'on y a donné, là, c'est ça là, qui est intéressant. Là. C'est vraiment l'espèce de vanille qu'on est allé chercher là, du fût de Bourbon. Là, qui, bon, okay, on l'a équilibré avec du Oloroso pour diverses raisons, mais l'apport que tout ça amène, là, ça nous a donné un résultat là, qu'on a trouvé très intéressant. Là, je ne veux pas voler la parole à tout le monde non plus. Là. Ce que quelqu'un va ajouter ces notes de dégustation là, du lot numéro 1. Là. Nous deux, on a parlé, moi et Joe. Je ne sais pas qui d'autre a la bouteille. Là. Je l'ai, mais moi, ça va sortir la semaine prochaine dans une review. Fait que je veux juste rien spoiler, puis je vais tout garder pour moi parce que. C'est ça. Bien correct, bien correct. Michel, ça va dans le même sens que tout le monde. Ça sera loin d'être une surprise. Lo 1 versus le 2, petit commentaire rapide. Oui, pour la finale. Le côté d'astringence qui disparaît un petit peu. Le côté pelure d'orange, tangerine du Lo 1 versus le Lo 2. On dirait qu'on le perd un petit peu. Ça devient plus crémeux. La vanille, le miel prend plus de place. La finale est plus longue. Puis c'est plus sur une même histoire qu'une dichotomie, une segmentation entre nez, bouche, finale sur le 1. Je l'ai moins trouvé dans le 2. C'est plus une histoire continue. Fait que, bref. OK. J'allais demander à Michel, est-ce que le prix va se ressembler du lot 2? Est-ce que ça va être la même chose? Ça devrait se ressembler pour le lot 2 par rapport au lot 1 si la SAQ n'augmente pas le prix dans l'intervalle. Nous, on l'a sorti. Il est déjà augmenté, je pense, de 4 $ à la SAQ. Personnellement, nous, on le laissera au même prix. Mais évidemment, il va être obligé d'augmenter parce qu'il a été augmenté dans les... Okay. Je me demandais le facteur âge, si ça allait avoir un impact. Non, pas tellement. Nous, on essaie d'avoir une politique de prix le plus raisonnable possible, considérant toutes les contraintes de taxes et de tout ce que vous connaissez, ce qui fait qu'il n'en reste pas tant que ça aux producteurs en fin de course. Mais ce n'est pas le débat de ce soir. Je vous dirais qu'on essaie de garder à peu près le même range de prix pour ce qui est de notre premium, de nos single barrel. Et là, évidemment, les cask strength, on va aller chercher une fourchette de prix un peu plus élevée qu'on n'a pas encore déterminée de façon officielle. Mais ça devrait se ressembler pour les cuvées premium et les autres single barrel ensuite. Super. Fait que si on a fait le tour de notre petite dégustation rapide, j'irai à notre projet d'embouteillage, là, si ça ne déplaît à personne. Donc, projet d'embouteillage des enthousiastes. Bon, pour ceux qui ont suivi la page, qui ont vu la publication, initialement, on avait pour objectif le single cask PX cask strength, qu'on avait eu l'exclusivité, là, finalement, là, de pouvoir goûter en focus group là, avec Alex, là, quelque part en janvier, je crois. Et on avait trippé sur le PX, effectivement, là. D'ailleurs, Martin était supposé venir, mais finalement, il n'est pas venu à cause de la tempête. Mais Alex s'est dit, moi, les tempêtes, là, partir de Québec jusqu'à Mirabel, ça ne me dérange pas. C'est pas ça qui va m'arrêter. Les priorités sont juste pas aux mêmes places. Là. C'est juste, on y va, il n'y en a pas de problème. On va trouver ça quelque part, puis on va l'avoir. Après plusieurs essais, d'aller à la mauvaise place en arrivant, puis en revenant à la bonne place. Oui, c'est vrai. On l'a eu, parce que le centre de la distillerie n'est pas la même place que l'entrepôt des chais, mais ça, on l'a appris également. Fait qu'on repart sur un pas 4 roues motrices dans les petits chemins. Mais mission accomplie, puis ça valait la peine. Mais oui, toute une aventure. Maintenant, tu connais le chef. Oui, par cœur. Il n'y a plus de problème. Aucun. Ça va bien, là.
il va connaître Mirabel au complet par cœur, là, à force de se Pour un gars perdre. de Québec, ça va être quand même une bonne chose à mettre sur un CV. Là. Connais Mirabel bien au complet. Ah ouais, pourquoi? Ouais, non, peut-être je ne vais pas le dire. Fait que, premier essai, on avait goûté à plein de choses, là, naturellement. Là, le but étant de sélectionner un fût pour un projet d'embouteillage, naturellement, et d'aider aussi Côte-des-Saints en tant que de donner finalement notre avis, notre rétrospection et tout ça. Alex a fait un article d'ailleurs là, sur justement notre aventure. Vous pourriez aller le consulter aussi sur le site là, Au nom du Malte. Yes. Après ça, on s'est donné comme objectif là, de revenir le 25 mai pour confirmer les choses, voir comment les choses avaient évolué, parce que l'objectif étant, à la base, on s'est dit, bon, on va essayer d'aller chercher un PX 5 ans. Et là, par la bande, à un moment donné, Eric me disait, ben là, le Rosso, j'y ai goûté, là, il a bien viré. Michel me disait la même chose. Fait que là, on voulait challenger des Oloroso sur place le 25. Là, vous avez vu des photos sur les réseaux sociaux et tout ça. On était 9, je crois, avec Martin, Alex, les deux acolytes là, Au nom du Malte. Joe, on avait aussi Steve Milliard et Nick qui font des vidéos avec nous aussi, là, si vous suivez la chaîne des enthousiastes. Et on a eu notre premier consensus assez unanime, ce fut le PX. Honnêtement, le fut numéro 36, là, je pense que tout le monde s'est regardé et on s'est dit, ouais, OK, ça c'est clair que on veut ça. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Rosso? C'est pas qu'il était nécessairement moins bon, c'est qu'on dirait qu'effectivement, les 4 versions, est-ce qu'on s'est entendu assez unanimement sur une version plus qu'une autre? Moi, j'avais le numéro 3, il y en a d'autres qui avaient le numéro 1. Et là, bon, lequel on veut aller chercher par rapport à ça? Moi, personnellement, j'aurais dit le numéro 3. Mais c'est pas que c'était nécessairement un mauvais fût. Peut-être même qu'éventuellement, si Michel sera d'accord, un jour, on fera le Rosso aussi, parce que moi, je l'ai beaucoup apprécié aussi, le Rosso. Mais pour l'instant, on a priorisé les deux qui nous semblaient les plus près aussi. On veut aussi de donner une bonne image pour starter aussi là, sur qu'est-ce qui est finalement un bon cask strength de Côte-des-Saints, parce qu'on sent tout que du potentiel immense là, au niveau de cette distillerie-là, puis on veut le refléter justement dans un certain embouteillage. Fait que les deux qu'on a décidé de prendre finalement, c'est un PX unanimement et le lot 2 cask strength à 61%. Pour le PX, on aimerait ça l'avoir probablement cask strength, mais là, il y a peut-être une question de prix aussi avec la SAC. Là, on va regarder ça parce qu'eux autres ils ont un barème de prix selon le taux. Mais bref, ça va être des détails qui vont être peaufinés par la suite. Ça va être éventuellement là, via la plateforme là, de Passion Whisky Québec, là, via Eric, là, si vous connaissez déjà le système, ben, on a des responsables de caisse, puis on va pouvoir passer là, par finalement là, le réseau de la SAC, fait qu'on va être capable d'aller chercher plus loin que de juste les gens aller chercher à la distillerie. Si c'est pas ça, Eric, corrige-moi. Mais je vous invite d'aller visiter le site là, de Passion Whisky Québec. Puis je pense qu'il faut s'inscrire, Eric. Oui, c'est ça. Rapidement, c'est pas compliqué. C'est sur Passion Whisky Québec. En fait, commande.passionwhiskyquebec.com. Dans le fond, les gens vont arriver sur cette page-là. Puis, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est simplement s'inscrire. Fait que, en s'inscrivant ici, après avoir fait l'inscription, vous allez avoir un email de confirmation. Dans votre email de confirmation, qui demande de confirmer, une fois que vous l'avez fait, vous allez avoir un message sur la plateforme qui vous dit de prendre un membership.
Donc, le membership, là, c'est pas 1000$ par année, là, c'est 10$ par année. Fait que ça permet de faire vivre la plateforme, entre autres. Là. Donc, l'idée, c'est à partir de là, les produits qu'on a sélectionnés, les produits que tu as mentionnés vont être disponibles sur la page. Puis les gens choisissent le nombre de bouteilles qu'ils veulent. Fait que, on en a parlé, puis les gens qui passent par Passion Whisky Québec aussi avant connaissent un peu le concept. Mais l'idée, c'est d'être capable de prendre le nombre de bouteilles que tu veux. Parce qu'on s'entend, l'importation privée à la SAQ, ça existe. Par contre, il faut que tu prennes à la caisse. Donc là, une caisse d'un produit, une caisse d'un whisky, à un moment donné, ben, ça met des freins à beaucoup de monde. Donc là, à ce moment-là, en prenant le nombre de bouteilles que tu veux, ça te permet de prendre un de chaque ou deux de chaque ou trois de chaque. Puis à ce moment-là, de goûter les produits, d'en avoir un de côté pour plus tard. C'est la meilleure façon de faire. Puis l'autre chose aussi, c'est que si, par exemple, parce que les produits, Michel en a parlé tout à l'heure, les produits sont à la distillerie. Si les produits sont à la distillerie, ben, quelqu'un qui est en Gaspésie, c'est un peu plus tannant à venir à Mirabel pour venir chercher 2 bouteilles de whisky. Même chose pour quelqu'un qui est en Estrie ou au Saguenay ou en Abitibi, où il y a une limitation à ce moment-là au niveau du déplacement. Fait que la plateforme permet d'éviter ça. Fait que tout le monde, partout au Québec, va pouvoir commander là, les embouteillages qu'on va faire ensemble en collaboration. Fait que tout ça, on va prévenir les gens là, un peu d'avance. Là, effectivement, là, ça ne sera pas demain matin. N'allez pas vérifier le site aux 2 secondes. On va prévenir quand il va y avoir une date officielle. Et à partir de ce moment-là, on va spread l'information. On va la diffuser. Là, fait qu'on espère que vous ne manquerez pas cette date-là. Et on va essayer de la donner d'avance. C'est ça, techniquement, je pense qu'au nom du mal, vous avez votre newsletter, on partagez là-dessus. Passion Whisky Québec, il y a la newsletter. Il y a les pages Facebook de tout le monde. On a quand même plusieurs sources. Puis j'imagine que peut-être, Michel, de votre côté aussi, là, avec Côte des Saints, vous pouvez partager dans votre groupe que ces produits-là vont être disponibles. Fait qu'à ce moment-là, ça va être accessible au plus de monde possible. Surtout, j'imagine, Michel, pour les membres qui sont peut-être justement en dehors de la région de Montréal puis qui sont un petit peu des fois dans la même situation qu'un peu tout le monde qui reste à l'extérieur de Mirabel pour avoir accès à justement ces éditions-là. Le but étant que ça reste au Québec puis qu'on puisse réserver le plus de bouteilles possible dans un même casque. Absolument. Ah oui, vraiment. C'est l'objectif. Good. Fait que je ne sais pas si ça fait le tour. Je pense que y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant qu'on conclue ou on conclue? Ben, globalement, peut-être juste mentionner que le PX, honnêtement, on n'a pas jasé beaucoup du produit en tant que tel pour quand on l'a dégusté, mais ça l'a vraiment ressorti du lot pour mettre un petit peu d'emblée là, que ça va valoir la peine. Parce que personnellement, moi, c'est certain que je vais le recommander pour goûter un horizon de produits québécois haut de gamme. Ça va ressembler à quoi? Là? Le barème est là. Puis ce PX-là est sorti du lot absolument. Si t'en as un des deux à choisir, c'est le PX. Oui, juste pour l'expertise des fûts, puis avoir un petit peu cette qualité-là, se transiger directement au verre. L'autre étant le lot 2, moi je l'adorais parce qu'il est le représentant un petit peu de ce qui rapproche le plus comme une bonne maturation de bourbon à brut de fût ou proche. En 57%, on n'est pas tout à fait là, je pense, là, mais on était proche de quelque chose de vraiment très prononcé au niveau du bourbon cask. Moi j'adore ça, mais dans du PX, on risque de frapper énormément plus de gens parce que ça va être riche, ça va être complexe, ça va être sur des notes de PX qu'on va reconnaître facilement, les fruits rouges, les fruits secs, le chocolat noir, le côté un petit peu boisé sec, ça va être fantastique. Fait que, pas pour mettre dans l'air, on le fait de toute façon, il va être à regarder. Là. On a bien le PX là, qu'on a goûté, il était unanimement, parce que c'est pas pour rien qu'on a choisi, là, il y avait tous de bons choix, mais le PX, comme PX, il se présentait de façon vraiment merveilleuse. J'avais des belles notes de fruits, des cerises noires, canneberges, des espèces de canneberges boisées. C'était le PX comme on est habitué, mais en fait, je veux dire, il y a des notes de PX qu'on reconnaissait, mais avec la base de la signature de Côte des Saints, avec l'espèce d'agrumes, tout ça, donnait un mariage super. Fait que, à cause que dans le panel qu'on était dans le focus group, tout le monde a fait comme oui,
C'est vraiment bon. C'est pour ça qu'on est super à l'aise de présenter ce produit-là, de choisir ce produit-là, je devrais le mentionner comme ça, parce qu'on est certain que si tout le monde était unanime, qu'on l'a aimé, écoute, ça va être. Je pense que tout le monde va l'aimer là, dans le grand public, ceux qui vont vouloir mettre la main là-dessus. Là, les geeks comme nous, là, avec un taux d'alcool un peu plus haut là, également, si on a la chance de l'avoir autour de ce comment nous on l'a goûté. On l'a goûté à 57, pardon. 57%, puis ça se présentait tellement bien, puis il n'était pas fort. Là, je veux dire, 57, ça se prenait très bien. Fait que même ceux qui sont moins habitués dans les taux plus hauts, c'était pas dérangeant pendant tout le gros taux d'alcool. Là. Fait que... Sinon, vous pouvez le trouver à la maison. Fait que ça n'enlève pas le fait que si vous le trouvez un petit peu plus fort, on va essayer de se tenir là. Le pourcentage d'embouteillage n'est pas canné encore, mais le plus qu'on va être près de ça pour donner un prix intéressant, le mieux que ça va être. Puis sinon, vous le diluez à la maison, vous pouvez le descendre à 46, 43. Mais comme il va être là, il va être ready to go, puis il va être excellent d'or et d'emblée. Mais même à 64, on y avait goûté, là, Alex, là, à première shot, puis ça devait très bien. Là, en tout cas, on était deux à dire ça. Peut-être pas si vous êtes débutant, là, on s'entend que si pour vous, du 40-46, c'est intense en bouche, là, peut-être que je n'irai pas dans un 64 straight en commençant. Mais pour un amateur avancé, un petit peu plus habitué au cask strength, là, ayez pas peur du 64. Là, vous avez probablement goûté déjà des choses plus agressives que ça si vous avez déjà bu du Octomore puis des trucs des trucs flyés. Ça reste quand même tropical, ça reste quand même agréable, fruité. C'est pas quelque chose, c'est pas une bombe d'épices, de chaleur qui finit plus non plus pour ceux qui ont de la misère peut-être plus avec l'épice. L'épice est là, l'épice est le fun, mais ça reste très bien équilibré, fruité et la texture est là, elle suit le taux aussi. Fait que, peu importe où est-ce qu'on va le sortir, là, on l'a goûté à 57, on l'a goûté à 64. Moi, entre les deux, là, je suis amplement à l'aise, là, peu importe où ce qui va être. C'est le fun de voir la transition 64-57, là, honnêtement, à voir le gras qui a un petit peu changé, la texture qui a évolué un petit peu, les fruits qui ont changé un petit peu d'aspect. Fait que ça, c'était vraiment super le fun. 64 qui était vraiment plus punch to the face. Là, on a quelque chose de plus en longueur, par exemple. Fait que, non, dans les deux cas, ça va être le fun. Puis là, vous parlez du PX, mais c'est une question de goût. Parce que moi, entre les deux, Alex, toi, tu choisirais le PX si tu en avais un à choisir. Moi, entre les deux, je choisirais le Premium, l'O2. C'est vraiment une question de goût. Honnêtement, c'est ça qui est intéressant quand on est capable de faire plusieurs produits. Les gens vont pouvoir prendre les deux puis comparer comme on a fait au Focus Group, de comparer les produits puis de voir les différences. Parce que c'est toujours plus facile de comparer quelque chose que de trouver toutes les notes dans un produit seul, unique, avec rien autour. Fait que ça va être intéressant. Puis le taux d'alcool, tu le mentionnais, puis quand on a goûté à plein de produits, là, quand on était avec vous, Michel, puis un des commentaires qu'on s'est dit, puis je veux le mentionner, c'est que quand un produit est bien fait, le taux d'alcool, même à 57, 60, 61, 62, 63, 64, c'est pas nécessairement ça qui va frapper en premier. Il y a des produits à 40% qui goûtent plus l'alcool que des produits à 64%. Ça, c'est vrai. Aussi, on parlait d'âge tantôt, que c'est pas important, puis c'est pas là-dessus qu'il faut focuser. Ben, le taux d'alcool, c'est un peu la même chose aussi. Là. C'est pas parce qu'on a un produit à 57 qui va goûter l'alcool. Il va avoir un punch, il va avoir une texture différente, il va amener d'autres choses, il va avoir une présence en bouche différente, mais ça ne veut pas dire que ça va goûter l'alcool 20% de plus que si on l'avait pris à 40%. Non, un whisky de qualité, ça va être une valeur ajoutée, le taux d'alcool élevé. Versus, à l'inverse, ça va être pas répulsif, ça va être une valeur ajoutée quand il est whisky de qualité bien construit. Ben, on est comme content de l'avoir plus élevé. Fait que, non, le l'O2, comme on y a goûté, le côté bourbon, moi, c'est ce qui est vraiment allé me chercher le plus. Là. Il était plus crémeux, long finish, une petite épice aussi dedans. Moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. Fait que je le redis, si j'en ai un à choisir entre les deux, c'est le Premium l'O2. Par contre, ceci étant dit, je vais définitivement prendre les deux.
Comme ça, c'est sûr. comme nous tous. On va y aller avec les préférences des autres, tant qu'à faire. Mais Non. honnêtement, c'est ça pareil. Ceux qui aiment beaucoup les grosses influences d'ex-bourbon vont être très bien servis là, par effectivement là, le lot 2 83-17. Là, il est vraiment plus ascendance Bourbon que Sherry. Il y a un petit peu de Sherry dedans, mais c'est pour contrebalancer un peu l'épice là-dedans, fait que ça amène une rondeur au niveau des fruits, ce qui marche super bien avec le distillat de Côte-des-Saints. Tout ce qui est fruité, là, on dirait que c'est amplifié. Fait qu'on dirait que là, tu as la banane, la crème à la banane. Bref, moi, les deux, là, je les ai très grandement appréciés. Mais si j'ai à choisir entre les deux, je pense que je suis Alex Team. Là. Je pense que je suis dans Team PX. Team, non? Je vais prendre les deux. Moi, si on me propose, je vais prendre les deux de toute façon. C'est sûr, je prends les deux. Ouais. C'est sûr, je prends les deux. Je vais prendre le côté d'Éric avec le logo de mon côté. Définitivement, ouais, ça me rappelle peut-être le petit côté. Je pense que Michel parle de Glenmore tantôt, là, les vieux Astor, là, Astor 2008, Astor 2010. C'est vrai. C'est vrai, le côté crémeux des ex-bourbon de Glenmore, il est là. Ouais. Avec 57% aux alentours de Ish, là, même si on s'y ramenait à ça. Définitivement que le bois, la vanille, le petit côté de mini banane, là, définitivement, moi, ça serait. Mais les deux vont se ramasser définitivement aussi dans mon étagère à trésor. Ben, c'est l'avantage. De l'O2, c'est un assemblage. Puis dans un assemblage, ben, la complexité, là, les profondeurs, un single casque, ça peut être super bon. Hein, mais c'est quand même un gagnage à la loterie d'avoir un single casque qui offre une méga complexité, mais avec un assemblage, on peut aller chercher quelque chose. C'est Jonathan qui va trancher. Ben, s'il y en avait juste un à prendre. Oh, Lynn. Ouais, il y a combien d'argent en jeu déjà? C'est juste mon respect. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est pas grave. Ben, je dirais, s'il n'y avait rien qu'un à prendre, moi, je prendrais le lot numéro 2. Si je pouvais juste en prendre juste un, ce serait le lot numéro 2, mais les deux vont être disponibles. Je savais que tu allais dire ça. Tu es plus Bourbon, je pense, dans la vie générale. Ben, je trouve que le côté Bourbon, ça ne ressemble pas du tout dans un single malt, là, mais c'est parce que justement, à cause. Là, c'était comme on avait un casque de Bourbon qui avait revieilli dedans. Puis si je pouvais avoir ce casque-là pour faire l'embouteillage, c'est sûr que moi, je serais aux anges. C'était le casque. Non, on n'avait pas le numéro de casque avec celui-là. On savait que c'était un parmi du recasking. Je ne sais pas si c'est un terme là, de votre premier. Le marrying, exactement. Mais ce casque-là avait sorti encore plus de Bourbon dedans. Puis tout, le petit côté meaty avait disparu un peu pour aller chercher vraiment la crème vanillée, comme tu disais, JP. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était un whisky très, très complet. Tellement agréable. Mais le PX, mes notes étaient aussi que j'avais mis comme plus, parce qu'on l'avait tout adoré, puis il était très bon. Comme d'ailleurs les autres PX que vous avez sortis avant. Moi, j'ai 2 éditions de PX Single Cask. Avez-vous encore du Single Cask PX à distillerie disponible? Ça fait longtemps. On a beaucoup d'appels. Malheureusement, ça fait longtemps. Ils prennent la valeur, moi, là, dans mon... Ouais. J'en ai encore toute la gang. Là, je pense qu'ils avaient un nouveau sherry que je n'ai pas. Il faut que je monte aller chercher parce que là, je ne l'ai pas. J'ai rien que le premier sherry que vous avez sorti à l'Orosso. Ben écoute, tu pourras le prendre. Je pense que tu viens cette semaine à la dégustation de fromage. Fait que... Voilà. On a-tu le temps encore un petit peu pour des petites questions? Ou j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. C'est quoi les produits à venir? Mettons, à distillerie, à la sac, un petit peu plus exclusif. Est-ce qu'on a des scoops? Ouais, en fait, les produits à venir à court terme, Sherry Cask Strength, PX Cask Strength. Probablement qu'il va y en avoir quelques-uns aussi à 46% parce qu'on a tellement de demandes. On a des appels presque à tous les jours pour les PX. Il va y avoir probablement un vieilli en fût de hardbag pour cet automne. Qui va sortir. Probablement, je ne sais pas si ça va être Cask Strength, mais il va être au moins fort en alcool. C'est-à-dire probablement en haut de 50. C'est peut-être Cask Strength aussi. On va le réévaluer. Honnêtement, là,
le tourbé, là, c'est ça. Faut pas que ce soit trop vieux, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit punché. Puis je pense que quand il a goûté, on a tout adoré. Là, le fût d'Ardbeg, je pense que c'est unanime. Ouais, pas mal Castrink aussi. Il va y avoir probablement un autre PX qui va sortir cet automne, parce qu'il y a d'autres PX qui sont quand même très intéressants qui s'en viennent aussi. Il y a un Madère à surveiller. Je ne sais pas si vous l'aviez goûté, le Madère. Vous avez fait goûter ça? Madère, j'ai pas de note là-dessus, non. Je vous avais pas fait goûter ça. Ah, c'est triste. Qu'on revienne, je pense. Il y avait des trucs, là, mais moi, c'est le. Non, Calvados PX. Okay. Le Madère, il y a un Madère qui va approcher 4 ans bientôt. Donc, il y a plusieurs barils de Madère. Donc, peut-être un qui va être intéressant. Il y a un Muscat dans l'année qui va probablement sortir. Je n'ai pas fait goûter Muscat non plus. Ben, écoutez, on va faire que vous reveniez. Il y a un Muscat intéressant aussi. Et Madère et Muscat, ils ont plus de 3 ans et demi, pas loin de 4 ans les deux. Ça fait que probablement que dans l'année, il va y avoir quelque chose. Il y a d'autres petites affaires intéressantes qui s'en viennent, qu'on va vous garder en surprise. Mais c'est sûr que si on parle de l'an prochain, dans un an, là, on va sortir quand même plus la tiraille. Là. Il va y avoir pas mal plus de choses intéressantes encore. J'avais une belle parenthèse sur pas une parenthèse, mais l'astérix, parce que j'avais goûté le Sauterne, qui n'était pas encore assez vieux pour être dénominé whisky. Mais moi, ça avait été un beau coup de cœur, parce qu'encore une fois, le DC de base, avec le côté Sauterne, on l'a reconnu beaucoup. Puis, dans les expressions qu'on a disponibles actuellement dans les Sauternes, j'ai reconnu vraiment de quoi de super bien. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose à suivre. Moi, je vais être très, très fervent. Là. J'adore les Sauternes, puis je pense que ce que vous aviez là était déjà très bon. Fait que j'ai hâte de voir, une fois à maturité légale, pour dénominer whisky. Et peut-être un peu plus tard encore, là, je pense que ça va être de quoi. Oui, il a le Sauterne, les plus vieux Sauternes qu'on a ont 2 ans et demi, donc sont pas encore whisky. On a choisi des beaux barils, hein. C'est des barils qui étaient aromatiques, ils se sentaient, écoute, c'était vraiment, vraiment des beaux barils de Sauterne. Je pense que c'est très prometteur aussi. On l'a fait déguster à d'autres focus group aussi, puis vraiment, les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié l'aspect sirupeux, un peu licoreux du Sauterne, très intéressant. 2 ans et demi, je te dirais au moins 1 an, minimum, 3 ans et demi, même on trouve ça jeune. Sortir un whisky à 3 ans et demi, personnellement, on trouve ça jeune. Mais ça va dépendre de l'évolution, ça va dépendre peut-être un baril, parce qu'on en a quand même plusieurs. Là. On en a quand même au-dessus d'une vingtaine de Sauternes. Juste pour cette cuvée-là, on en a d'autres après, là. Mais dans cette cuvée de 2 ans et demi, on en a une vingtaine. Tu sais, des fois, tu peux en sortir un à 3 ans et demi, il est appréciable, les gens l'aiment beaucoup. Tu dis, attendez, un prochain sort en 4 ans et demi, puis un bon à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, peut-être un de ces barils-là va être prêt plus vite que d'autres. Tu sais, des fois, à cet âge-là, peut-être qu'il y en a un à 3 ans et demi qui va être prêt. Ouais. À voir. Nice. Je sais que ça, c'est plus un horizon sur du long terme, mais tout ce qui est Mizunara, je sais que tu as l'air à triper sur ces casques-là, ça s'en vient, il y en a qui sont à vieillissement, on en a goûté un en janvier qui m'a fait capoter. Ton horizon, c'est combien de temps avant que ça soit prêt? Histoire de m'enlever des besoins primaires. Là. Je te dirais, on ne veut pas le relâcher. Normalement, si tu regardes je ne dirais pas les statistiques, mais les guidelines pour un Mizunara, en général, il ne faut pas le relâcher avant 7 ans. Oh, il commence à aller chercher. Non, mais même en Asie. Il commence à aller chercher des arômes d'épices complexes japonaises autour de 7. La vie, là, vraiment, le prime time de Mizunara, en général, si tu regardes la littérature, c'est autour de 7 à 15 ans. Et en général, on ne parle pas beaucoup de l'Écosse parce qu'ils ne font pas beaucoup de first fill en Mizunara là-bas. Donc, c'est plus l'expérience des Asiatiques qui font du first fill. Et en général, c'est des climats comme le nôtre qui vont chercher 7 à 15 ans. Je te dirais, on écoute. Écoute, moi, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs, des plus doux, des plus équilibrés, des plus... c'est un boisé tellement délicat, tellement fin. Tu te demandes d'où ça vient, tellement c'est délicat. Tu sais, puis tu ne vas pas chercher d'arômes sucrés, d'arômes fruités complexes. C'est du bois. Fait que tu vas chercher un bois fin, très discrètement vanillé, un petit peu de banane, de coconut, en tout cas. C'est des arômes quand même délicats, complexes, vraiment intéressants. On le surveille de près parce qu'évidemment, quand les épices sont trop expressives, ça devient, semble-t-il, moins agréable. Je n'ai pas eu l'occasion de goûter des Mizunara désagréables. J'en ai quand même quelques-uns ici, puis en général, j'y trouve bien. Ça prend un bon équilibre entre ton New Make, ton whisky, et entre les épices du baril aussi. Je te dirais honnêtement, on sortirait ça demain matin, je ne pense pas que ce serait désagréable. Mais est-ce que ce serait exploiter le potentiel du Mizunara
maximale là, je pense pas. Tu sais, c'est Ok. des Comme produits ça. qui sont quand même des produits spécifiques, des produits qui sont quand même rares sur le marché. Ceux qui vont acheter cette bouteille-là vont probablement payer un peu plus cher pour cette bouteille-là. Il faut qu'ils aient l'expérience, pas juste Côte des Saints, mais l'expérience Mizunara aussi. Et l'expression du Mizunara, je te dirais que c'est difficile de l'avoir si on regarde si on regarde l'expérience de tout le monde. C'est difficile de l'avoir avant 7 à 8 ans. Mais on va voir. On va être patient d'abord, mais il y a quand même un trend, là, on le voit là, quand même avec les autres distilleries. Puis, on a vu Billy Walker, Chen Quapin, là, pas long aussi avec les Maple Turk, tout ça. On dirait qu'il y a une tendance vers justement les types de bois un petit peu plus exotiques comme ça, là, à la Mizunara, à la Chen Quapin ou d'autres chaînes de peu importe la provenance. Puis ça donne tellement un résultat, justement, qui sort du champ gauche, qui amène des amateurs de scotch traditionnels, je peux dire ça comme ça, vers un univers quasi bourbonnesque, là, j'ose dire. Là, on dirait que les épices du bois, mais beaucoup plus délicat, hein? Beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Okay. C'est étonnant. Il n'y a surtout pas de base de référence sur du first fill Mizunara parce qu'on voit des finitions. Ils vont les utiliser souvent pour donner un 6, 8 mois, 1 an à quelque chose pour y donner cet aspect-là. Mais dans du Mizunara matured, Mais je vous promets au prochain Focus Group qu'on va pouvoir y goûter au prochain Focus Group. Il va probablement avoir 10 ans. Ça va être A Tale of Côte des Saints, comme il y a eu le A Tale of Tokyo, là, ça va être A Tale of Côte des Saints. La série de Glenmorangie, les Tales, ouais. Ben, le Tales of Tokyo, justement, à la SAC présentement, qui est un Mizurana finish. Hein. Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais tu sais, encore là, le finish, j'ai rien contre les finishes, mais c'est comme ce qu'on disait au départ. C'est pas pareil. Ben, c'est ça, c'est pas mauvais. J'en ai quelques-uns. J'ai des first fills, j'ai des finishes à Mizunara, puis moi, je vois une grosse différence entre les deux. Pas qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre, il y en a pour tous les goûts. Mais un first fill, là, tu as l'expression pure du produit de A à Z en partant. Et comme je vous dis, la prochaine fois que vous reviendrez, on se fait un petit focus group et on ira le percer. Celui, en tout cas, il y en a une couple qui attendent d'être percé. Il va être probablement, vois-tu, là, il est à 5 ans, donc quand vous allez revenir, peut-être 5 ans et demi, 6 ans. Donc, il ne sera pas loin de la maturité. Et vous nous donnerez notre avis là-dessus. À combien de temps vous pensez mettre en fonction le malting floor? Parce que vous avez toute l'installation pour faire le maltage. C'est compliqué. Oui, c'est un process compliqué, le maltage. Ouais, ça prend de la main-d'œuvre, ça prend une structure quand même particulière. Je ne sais pas. Je ne peux pas donner d'avis là-dessus. On va voir. C'est difficile à dire. Mais quand on va le faire, ça va être exclusivement pour des cuvées fumées, tourbées. OK. Parce qu'on n'a pas d'intérêt. En fait, l'intérêt de le faire, c'est que quand on fait notre maltage, en général, ils ne vont pas tourber. Fait qu'il faudrait qu'on le tourbe chez nous avec notre propre tourbe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le fait avec notre foyer à tourbe en bas. Donc, tant qu'à faire du maltage juste pour du maltage, on va le faire par les malteries. Ils sont quand même bien meilleurs que nous autres. Pour ce qui est du tourbé, quand on va se décider à faire du vrai tourbé Côte des Saints, je ne sais pas quand ça va donner, mais là, on va utiliser quand même notre floor malt avec notre foyer. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. OK, non, mais c'est quand même. C'est parce que si vous aviez l'installation, dans ma tête, c'était un beau potentiel éventuellement, parce que quand on achète du malt normal puis quand on l'achète tourbé, il y a une bonne différence de prix. Là. Oui. Non, il nous reste en arrière de la tête. C'est un objectif qu'on a encore. Là. C'est sûr qu'on ne l'a pas abandonné. On va s'y mettre à un moment donné. Pas de problème. Mais en fait, à date, ce que vous faites, vous prenez le temps de le faire comme il faut. Ben, c'est Je pense que c'est important de respecter ça. Si vous voulez lancer dans la maltais et de tourber quelque chose de même, ça, un peu boboche, ça serait dommage. Fait que, je ne suis pas là pour mettre de la pression. C'était juste une question. Non, c'est une très bonne question. D'ailleurs, écoute, à chaque fois qu'on passe devant le foyer, chaque fois qu'on passe devant le floor malt, c'est la même question qu'on se pose. Faudrait. On essaie de vraiment perfectionner ce qu'on a. Et je te dirais probablement que dans 2 ans, quand tout va bien rouler, tous les produits vont sortir un après l'autre avec la même constance. Puis qu'on est pas mal, tu sais, on roule bien, puis on sait que c'est stable. On va probablement commencer à faire des petites folies comme ça. OK. Intéressant. Là, j'ai une question peut-être plus par rapport
contexte économique, puis tout ça, comment vous voyez ça? On a vu la fermeture de Saint-Laurent. On a vu des articles, là, cris du cœur des distilleries. Là, je sais qu'on ne veut pas faire du sac bashing, puis nécessairement, je ne veux pas vous amener là. Mais est-ce que vous appréhendez un petit peu cette espèce de contexte économique un petit peu moins favorable? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? C'est probablement un enjeu pour toutes les entreprises, qu'elles soient dans l'alcool ou non. Je te dirais pas tant que ça, parce que les règles du jeu, on les connaissait au départ. Nous autres, on est partis dans le whisky en 2015. On s'est dit, on va faire du single malt. On connaissait les règles de la SOQ. On connaissait les règles gouvernementales. On savait ce qu'il y a à investir dedans. Et on savait que la planche de salut, c'est de faire un alcool, si possible, de meilleure qualité possible pour qu'il soit exportable. Parce que si tu veux faire une grande quantité de whisky ou d'alcool, le marché du Québec est un beau marché, mais il n'est probablement pas suffisant pour faire vivre des distilleries en whisky. Il n'y a pas assez de volume pour ça. Alors, si tu fais un bon whisky qui est reconnu, puis que tu peux l'exporter et l'envoyer à l'étranger, bien là, ton plan d'affaires va te permettre probablement d'avoir une bonne viabilité. L'important, c'est de faire un bon produit. Il faut que tu mettes tout dans la qualité du produit dès le départ. Une fois que ton produit est bon et bien, ben là, tu peux le présenter, puis là, tu peux le vendre ou tu peux l'exporter. Donc, il y a le marché du Québec qui est 1, mais il y a le marché international qui est 2. Pour ce qui est du marché du Québec, on le connaissait. Ça n'a pas changé. On espère toujours des changements, des assouplissements de la loi. Mais je veux dire, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. On le savait, on connaît les règles du jeu. Il reste international. C'est ça, il y a une demande internationale quand même là, qui permet de reconnaître, de quand même pallier à tout ça. Là, oui, absolument. Absolument. Pour l'international, parce que ça, moi, je m'enlignais un peu avec ça, avec la question, on parlait de 1200 barils, je pense, tantôt, vous disiez peut-être par année à ajouter, fait que c'est beaucoup de bouteilles, le Québec est un marché Côte-des-Saints, on parle du marché international, le nom, est-ce que ça serait embouteillé sous le nom Côte-des-Saints quand même, sachant que le marché international est généralement plus anglophone ou autre, on a un nom Ardbeg. Ardbeg, peu importe le nom, c'est Ardbeg. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que tu poses là. D'ailleurs, la première agence qu'on a eue, c'est Matt, notre distillateur, qui nous l'avait amené, notre agence de marketing, c'est en 2016. Il venait de New York. Il dit, je connais bien le gars, c'est un gars de New York. C'est lui qui a fait Côte-des-Saints avec le chevron. Vous avez vu ça? On voit ça à lui, cette première agence-là. On a décroché quand il nous a dit Côte-des-Saints, ça se dit pas bien, vous devriez changer de nom. Okay. Alors là, on a dit on va changer d'agence parce que si tu es capable de dire Côte-des-Saints et ça ne te tente pas de le dire, tu boiras d'autres choses. Donc, on a vraiment une tête un peu de cochon là. Good! Non, ça pour nous autres, c'était hors de question. Good! Hey, nous, on appelle ça Côte-des-Saints. Si tu es capable de le dire, on va trouver un diminutif pour toi. D'ailleurs, dans la lignée Côte-des-Saints à l'international, il y a le diminutif CDS. OK. Ça veut dire que sur les bouchons à l'international, il va avoir Côte-des-Saints la même étiquette, mais sur le bouchon, on va mettre CDS. Fait que s'il y a de la misère à le dire ou il n'est pas confortable, il peut toujours dire « donne-moi un verre de CDS ». Alors, tu sais, on va adapter un peu le nom, mais pour nous, c'était hors de question d'aller toucher au nom et de l'angliciser ou quoi que ce soit. C'est un produit du terroir, c'est un produit de Mirabel, c'est un produit du Québec, ça s'appelle Côte-des-Saints. Et s'il est exportable, c'est parce que ce qui est dedans est bon. Fait que vous allez le boire puis vous allez l'appeler CDS si ça vous tente. Mais pour nous, c'était, tu sais, ça se dit bien, mais il y a quelques noms japonais qui se disent pas très bien non plus. Maple Tour, on va s'entendre. Si Maple Tour est capable de publiciser ça de façon internationale, je le dis probablement même pas de la bonne façon, Maple, je sais pas peut-être. Buna, tu sais. Le gaélique, avec ça, on vient d'en tuer une couple. Le gaélique a traversé les frontières, je pense que. Voilà. Michel Couvreur. C'est une bonne question. Pour nous, c'était pas un objet. Non, pour nous, ça n'a jamais été une question de changer ça. Okay. Parfait. Excellent. C'est fun. Si vous demain, c'est bon. Non, c'est ça, parce qu'on massacre tous les noms des distilleries en galéique. Au final, c'est pas un enjeu pour le consommateur averti. Mettons, le public cible s'en sac, finalement. C'est un peu ça. Là.
il veut un produit de qualité. Là. Il veut un produit qui répond aux normes qu'on a dit tantôt un peu, puis qui se voit bien, puis qui a une certaine complexité, puis qui a une qualité dedans, puis après ça, non. Mais ça fatigue quand même les agences de marketing. Parce que nous autres, on disait non, ah oui, vous êtes sûr. Là, ils insistaient. Non, oui, on est sûr. Non, il n'est pas question. Eux autres, ça les achale quand même un petit peu. Mais ça serait plus vrai si on aurait un public cible de volume. Dans ma tête, c'est ça. Si on ferait du Johnny Walker à pelleter, puis que notre but, c'est de faire du mass market, à aller chercher de la clientèle d'un bar, puis on a un whisky aromatisé à je sais pas quoi, peut-être. Mais là, c'est pas ça qu'on vend. On vend un single malt, on vend de la qualité, on vend avant tout qu'est-ce qu'il y a en arrière là, du nom. Là, fait que, en tout cas, moi c'est mon opinion, là, mais je ne m'en ferai pas avec ça, le nom, honnêtement. Puis d'ailleurs, ça vient de où, Côte des Cygnes? C'est quoi l'origine du nom? Écoute, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est le nom de la rue en face de la distillerie. C'est Laurent Côte des Cygnes. C'est là que j'allais. Et je peux te dire que c'est un rang qui a été exproprié dans le temps où ils ont fait l'aéroport de Mirabel. Ça fait que ça a tout été des terres expropriées. La terre qu'on a achetée, nous, ça a été rétrocédé à la famille Jeté, qui est une famille très connue à Côte-des-Saints. Alors, nous, quand on a mis le nom Côte-des-Saints sur la distillerie, je te dis, ces gens-là, ils étaient tellement fiers, ça faisait quasiment pleurer. Ils venaient à la distillerie et ils étaient contents de voir le nom Côte-des-Saints. Pour eux autres, c'était comme... C'est leur vie, c'est leur enfance, Ils nous amènent ils ont acheté des casquettes, ils ont acheté des t-shirts, ils ont acheté tout ce qu'on avait comme produit. Ils amenaient des gens qui venaient les visiter de Gaspésie, du Lac-Saint-Jean. Viens voir, puis je t'achète une casquette, puis je t'achète ci pour que tu te promènes avec le nom de Côte-des-Saints. Fait voir la fierté du terroir, parce que c'est un beau terroir en plus. Côte-des-Saints, c'est un beau terroir, c'est une belle terre, l'eau est écœurante. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est le terroir qui nous le donne aussi. Il faut rendre hommage au terroir, il faut rendre hommage aux gens qui étaient là aussi. Puis nous autres, ça nous fait plaisir d'être avec eux, puis de partager ça avec eux, puis c'est le terroir. Mais, parenthèse, moi-même, j'ai grandi sur la rue Sainte-Henriette à Sainte-Monique quand j'étais jeune, qui a été coupée justement à cause de l'aéroport de Mirabel. C'est devenu un cul-de-sac. Je connais bien ce coin de Mirabel et toute l'histoire derrière ça. Là. Bref, effectivement, c'est un super beau coin, c'est une super belle place. Puis, je pense que ça représente bien notre culture, notre terroir. Je pense qu'on a dépassé un petit peu notre temps de cédulé. Je pense que je vais conclure là-dessus pour le global. En fait, peut-être juste rajouter une affaire. Là, on a parlé quelques fois que Côte-des-Cygnes nous avait invités pour un focus group. En fait, deux choses. Premièrement, je tiens à féliciter Côte-des-Cygnes pour le concept d'être proche des gens, d'être proche des amateurs, des passionnés, d'aller chercher le feedback. C'est fantastique. Puis, je pense que dans tous les domaines d'activité, là, je vais rester politiquement correct, là. Dans tous les domaines d'activité, il y a plus d'entreprises qui auraient avantage à faire ça. Donc, vous le faites, c'est vraiment, je vous lève mon chapeau. Puis ça donne que vous nous avez invités là, pour aller faire ces focus group-là. Fait que un très grand merci. Ça a été très apprécié. Ceci étant dit, je pense qu'on est tous des tripeux de whisky. Puis je sais qu'il y en a qui vont peut-être se poser la question, là, mais les embouteillages qu'on va faire, c'est pas parce qu'on est obligé d'en faire. C'est parce qu'on a trippé sur les produits, puis ça nous tente de les embouteiller, puis de les partager avec tout le monde. Fait que il y a vraiment beaucoup de choses, puis on aurait pu en prendre 3, 4 ou 5, puis toutes les embouteiller. Puis je pense qu'on en avait même, on poussait Michel puis Jean pour dire on voudrait embouteiller celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis finalement, non, ils sont pas prêts, puis on respecte aussi. Je pense que ça va être encore plus intéressant de voir dans le futur qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais les deux produits qu'on a choisis, je pense que ça va être vraiment super intéressant. Fait qu'un grand merci de nous faire confiance là, à toute notre gang là-dessus. En fait, à plusieurs gangs. Là, il y a un petit logo qui roule en haut depuis tantôt. Là. On est plusieurs groupes. Puis même la journée d'avant, vous aviez un autre
un autre focus group avec les gens de Québec Whisky là, que je mentionne. Ils ne sont pas là ce soir, mais on a eu leurs commentaires aussi sur les produits. Puis le PX qui va être là, eux autres aussi l'avaient dans leur liste. Je pense que c'est un beau, une belle sélection là, qu'on a fait, puis ça va bien représenter, là, je pense, ce que vous voulez mettre en marché. Puis encore une fois, on le fait parce que ça nous tente de le faire, là, tout le monde ensemble. S'il n'y avait rien de bon, on n'aurait rien choisi, puis on ne se parlerait pas ce soir. Mais c'est tout en votre honneur là, on est toute une gang de tripeux de whisky, puis on veut présenter vos produits, puis on veut mettre ça en valeur. Fait que, encore une fois, félicitations de ce que vous faites, de votre travail, puis je laisse le mot de la fin à JP. Oui, ben, encore un gros merci de nous avoir permis justement d'avoir un peu en exclusivité tout le potentiel de la distillerie. Hein. Moi, je le répète, là, je suis un tripeux, puis c'est le genre de choses là, qui me fait triper, là, de me faire amener là, dans toute cette espèce d'univers-là, là, avec les fûts, puis là, on navigue dans toutes les différentes possibilités. Là. Puis là, je m'imagine dans ma tête qu'est-ce que ça va donner plus tard, puis où est-ce qu'on va être, puis je vois le potentiel de la distillerie. Puis je pense qu'on est une gang aussi à se dire qu'il y a un énorme potentiel. Fait que, encore une fois, un gros merci. Un gros merci à Michel. Un gros merci à Eric, à Joe, à Alex, à Martin, à notre gang qui était là, qui n'est pas nécessairement dans la vidéo, parce qu'à un moment donné, sinon, on ne pourrait plus tout parler. Mais ça a été un immense plaisir là, de faire ça, puis à refaire éventuellement. Puis à vous qui nous écoutez, on vous tient à l'affût pour les suites de notre embouteillage. Manquez pas ça, ça vaut extrêmement la peine. En tout cas, si vous êtes des geeks comme nous autres, vous allez triper autant. Là, moi, je vous le garantis parce que c'est du bon PX. Si vous n'aimez pas le PX, OK. Mais si vous aimez le PX, je pense que c'est un no-brainer d'aller chercher le PX. Si vous aimez le Bourbon, ben là, effectivement, c'est un très bon représentant là, du potentiel là, qu'on a chez Côte-des-Saints avec le lot numéro 2. Fait que bref, mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés et on vous tient au courant pour la suite. Alors, sur ce, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Michel. Merci tout le monde. Bye bye. Merci à vous autres. Merci. Bye. Et merci encore. Merci. Merci. Bye.